Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez l'après-info. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h. À la une cet après-midi, c'est 88 pompiers qui sont déployés dans le Gard pour un incendie industriel survenu dans une usine de production de chlore à Lédenon. Un site classé Seveso. Aucune victime à déplorer, mais des mesures de protection ont été mises en place. L'incendie fixé à ce stade est en cours d'extinction. Nous retrouverons Victor Pérez-Boucheron sur place dans un instant, dans l'attente d'un nouveau point de situation annoncé par la préfecture vers 16h30. On va aussi vous parler de la canicule qui sévit. Une quarantaine de départements du sud du pays sont en vigilance orange. On apprend à l'instant que 12 départements, dont celui de l'Aude, théâtre d'un incendie important cette semaine, passeront en vigilance rouge pour la journée de demain. On va en parler dans quelques instants aussi des conséquences sur l'économie, conséquences de cette canicule. Faire travailler les salariés gratuitement sur 2 jours fériés. François Bayrou demande aux partenaires sociaux de plancher sur cette mesure que le Premier ministre souhaite intégrer à son projet de budget 2026 d'ici la fin septembre. Objectif, économiser 4 milliards 200 millions d'euros à l'État. Nous verrons comment réagissent les principaux intéressés. Et puis on vous parlera de la montée au créneau de la France et des principaux dirigeants européens pour faire pression sur la Russie après l'annonce du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi prochain en Alaska. Une réunion sur l'avenir de l'Ukraine à laquelle le pays n'est pas convié. Quelle issue possible? On en parle avec nos spécialistes dans ce journal. Mais tout d'abord, prenons la direction de Lédenon, dans le département du Gard, où un incendie industriel est survenu ce matin dans une usine classée Seveso. La préfecture fera un nouveau point de situation vers 16h30. Elle demande d'éviter le secteur. Victor Pérez-Boucheron, vous êtes notre envoyé spécial pour BFM TV sur place, avec près de 90 pompiers qui sont à pied d'œuvre cet après-midi pour tenter d'éteindre ce feu. Que constatez-vous autour de vous ? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, en fait, c'est une alarme incendie qui s'est déclarée aux alentours de 9h30 à l'usine Hydrapro dans le Gard, un site classé Seveso. Comme sur ces images que vous voyez juste derrière moi, le site juste en face pour l'instant, on n'a pas trop le droit d'accès, encore en train d'être dépollué, vous l'avez dit. Un périmètre de sécurité de 800 mètres, 1 kilomètre a été rapidement mis en place par les sapeurs-pompiers du Gard, 825 mètres pour être précis autour du site, et des mesures de sécurisation de l'entreprise. Donc les personnes se trouvant à proximité ou travaillant sur le lieu ont dû être évacués pour des mesures de sécurité. Vous l'avez dit aussi, dans quelques minutes, un point presse sera tenu dans cette commune. Alors, on n'a pas trop d'informations pour l'instant, juste beaucoup de barrages de gendarmerie aux alentours. On prend les choses très au sérieux quand le département du Gard est bien sûr placé en vigilance extrême au feu de forêt. Merci beaucoup Victor, on reviendra vers vous dans quelques instants et on suivra le point presse sur BFM TV en direct. Avec nous en plateau, Maxime Clié-Ruza du service police-justice de BFM TV. Aucune victime pour l'instant, ça c'est sûr. Une enquête a été ouverte, il y a eu des mesures de protection de la population qui ont été mises en place. Oui, 825 mètres, c'est la taille du périmètre qui a été déclaré autour de ce site pour confiner les populations. La préfecture déclare également auprès de BFM TV qu'un hameau a été évacué par mesure de précaution, mais c'était avant que le feu soit fixé. L'origine de la fumée, ce que je peux vous dire également, est qu'elle est pour l'heure indéterminée, mais très probablement accidentelle compte tenu de l'instabilité des produits et des conditions climatiques. C'est ce qui a poussé les autorités à autant de prudence et de vigilance dans cette zone. Une alerte FR Alert, vous savez, que l'on reçoit sur nos téléphones portables, a d'ailleurs été déclenchée sur la zone pour prévenir les populations concernées. Et une enquête, vous l'avez dit, est effectivement en cours, dirigée par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Marguerite. Merci beaucoup Maxime pour ces précisions. On en parle également avec vous, Émilie Lopez. Bonjour, merci d'avoir accepté de nous parler quelques minutes puisque vous êtes près de cette zone qui est concernée par cet incendie, cette usine. Vous avez assisté à ce qui s'est déroulé. Qu'est-ce que vous avez vu ? En fait, c'est mon fils, tout simplement, qui m'a dit « Regarde, il y a les pompiers là-bas ». Donc, on est habitués, donc je vous avoue que ça ne nous a pas vraiment fait peur. On a vu qu'il y avait de la fumée. Et en fait, mon mari qui était en course, qui est rentré, a croisé les gendarmes, donc qui bloquaient tout, qui leur a dit qu'il y avait un gros feu à l'usine et qu'en fait, on ne pouvait plus rentrer à la maison. Donc, par chance, on a quand même des chemins de terre qui nous permettent de rejoindre la maison. Donc, mon mari est rentré. Mais on est parti de la maison à 11h15, du coup, parce qu'en fait, on avait un repas de famille que, du coup, on a déporté. Et à 11h15, ce que je peux vous dire, c'est que personne n'est venu nous dire attention, il y a quoi que ce soit. Est-ce que vous avez eu des consignes de confinement, d'évacuation ensuite ?
Absolument pas. L'usine a une sirène qui n'a jamais retenti, donc en fait, eux n'ont pas fait leur travail. Les gendarmes, ben, eux, étaient préoccupés à couper les routes. Donc, eux faisaient leur travail de leur côté, mais personne n'est venu nous voir sur place, ni même cette sirène qui est censée être là justement pour prévenir les habitants qui sont autour. Vous n'avez pas été alerté par ce système FR Alert dont on a parlé, qui s'est déclenché, en tout cas c'est ce que les autorités ont déclaré? Non, pas du tout. Nous, on a vu passer un message sur les réseaux sociaux plus tard par la mairie de Lédenon. On est très amis avec le maire de Maine qu'on a croisé quand on est parti, donc on a pu échanger un petit peu avec lui. Mais en tout cas, non, personne ne nous a téléphoné, personne n'est venu sur place et la sirène n'a jamais retenti. Émilie, cette usine, elle a été le théâtre de 2 incendies. C'était en juillet 2023. On sait que c'est un site classé à risque, classé Seveso, seuil haut en raison du traitement de produits dangereux pour l'environnement. Est-ce que vous êtes, en tant que voisine, inquiète justement de ce qui se passe là, notamment aujourd'hui? Alors, on n'est pas collé à l'usine, donc je peux pas dire qu'on soit inquiet, mais par contre, je pense qu'il serait quand même réellement important que les conditions de sécurité soient mises en place, parce qu'en fait, on a quand même des enfants, on a des animaux, et en fait, personne ne nous dit rien, donc c'est quand même un peu dérangeant, je dirais. Alors, on sait que l'usine produit du chlore, notamment, et il y a une forte odeur de chlore qui a été annoncée, qui a été décrite dans les communes alentours. Est-ce que vous-même, vous la ressentez? Alors aujourd'hui non, parce que le vin, en fait, comme vous le voyez sur la vidéo, le vin pousse la fumée complètement sur le côté. Donc elle ne venait pas vers chez nous. Donc on n'a pas eu d'odeur cette fois-ci. Les fois d'avant, par contre, oui, on s'était réveillé avec vraiment une grosse odeur, comme si vous ouvriez un seau de chlore devant vous. On connaît le contexte des incendies, particulièrement dans le sud du pays. J'imagine que cette alerte, ce dégagement de fumée, avec la chaleur qu'on connaît dans le Gard, avec le risque incendie aussi important, forcément, vous y avez pensé à ce risque incendie? Alors, nous, on ne le voit pas vraiment comme un incendie, dans le sens où on n'a jamais vu vraiment des flammes. Si vous voulez, pour nous, c'est le produit qui se consume, mais ce n'est pas des flammes qui vont vraiment faire peur. Donc, peut-être qu'on ne se rend pas vraiment compte. Alors après, nous, on n'y a pas le nez dedans proprement dit, donc on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment des flammes? Est-ce que c'est vraiment un gros feu? Ou est-ce que c'est juste la matière qui se consume? Moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne nous fait pas vraiment peur, on va dire, parce que, voilà, pour nous, on voit une fumée blanche, rien de plus. Merci beaucoup, Émilie Lopez, de nous avoir livré votre témoignage très précis de ce que vous avez vécu donc, aux alentours de cette usine Hydrapos, c'est son nom, sur la commune donc, de Landredon, donc dans le Gard, Lédenon, pardon. Attention donc avec ce secteur qu'il faut toujours éviter, sur les autorités. Et on vous signale que le sous-préfet de Nîmes fera une conférence de presse aux alentours de 17h. Évidemment, nous la suivrons et nous irons plus loin sur cette actualité. À 16h07 à présent, on en vient à cette alerte canicule qui concerne 42 départements d'une grande moitié sud du territoire. Vous le voyez, avec ces nouveaux départements en rouge maintenant. Donc 12 départements qui sont placés en alerte rouge. Désormais, ça prendra effet donc dès demain. Les Alpes-Maritimes ne sont pas encore concernées, mais il fait déjà très chaud. Vous le voyez, c'est en orange. C'est là qu'on va retrouver Claudia Olivier, notre correspondante, avec la municipalité qui a mis en place des mesures, un plan bleu pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Alors c'est un plan qui a été donc mis en place par la municipalité pour aider les personnes qui sont dans le besoin, les personnes les plus vulnérables. Et on va tout de suite retrouver Jennifer Salle, vous êtes adjointe aux seniors et aux solidarités. Alors concrètement, en quoi consiste ce plan bleu? Écoutez, le plan bleu s'est mis en place à partir du moment où le plan canicule est déclenché, mis en œuvre par le préfet. Mais Christian Estrosi, le maire de la ville, fait en sorte vraiment d'être au plus proche des personnes qui en ont le plus besoin. Donc notamment nos seniors. Le plan bleu est mis en place dans nos EHPAD pour faire en sorte
sorte d'avoir une vigilance renforcée auprès de nos aînés, c'est-à-dire les placer dans une pièce où il y a la clim, les faire boire régulièrement dans les EHPAD. On ouvre également les EHPAD aux personnes extérieures qui pourraient ne pas avoir de pièces climatisées chez elles. Et puis le but, c'est vraiment de prendre soin d'elles. Et nous avons un service, notamment avec un registre des personnes fragiles et isolées, et avec le CCAS et de nombreuses associations qui nous aident. Nous appelons, à partir du moment où le plan est déclenché, nous appelons régulièrement les personnes âgées pour leur rappeler les conduites à tenir, notamment en cas de forte chaleur. Alors ici, nous sommes dans un centre communal d'action sociale qui accueille les personnes les plus démunies. Dans ce plan canicule, concrètement, en quoi consiste-t-il ? Là, on est dans un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation de précarité. Normalement, il n'est ouvert que la nuit pour permettre aux personnes de pouvoir dormir. Et dès que le plan canicule est déclenché, nous l'ouvrons en journée pour que les personnes qui sont à l'extérieur et qui souffrent de la chaleur puissent avoir un point de chute pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'hydrater, pour pouvoir manger également. Donc voilà, nous sommes et nous resterons ouverts tant que le plan canicule sera mis en place. Écoutez, merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, les températures vont continuer de grimper, donc soyez vigilants avec les personnes vulnérables. Ici, le département des Alpes-Maritimes et celui du Var ont été placés en vigilance orange canicule. Claudia, Olivier à Nice avec Emma Arnaud pour BFM TV. Loïc Rivière du service météo de BFM TV nous a rejoint. Alors on savait que cette vigilance qui concernait 42 départements allait grossir. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a une dizaine de départements qui vont passer en rouge, Loïc. 12 précisément. Alors c'est la deuxième alerte maximale depuis le début de cet été. La dernière fois c'était autour du bassin parisien. Désormais dans le sud-ouest du pays. C'est clairement là qu'on atteindra les températures les plus élevées jusqu'à 42, 43 degrés. Une canicule très intense, durable jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Au moins difficile de distinguer la sortie de cette canicule pour l'instant. Alors tout dépend évidemment des prévisions météo, mais là une vigilance rouge est concertée avec les ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, les ARS, les agences régionales de santé et Santé publique France. Ça dépend également de la saturation des hôpitaux. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tutoyer les records. On pourrait même les dépasser en Gironde, à Bordeaux, notamment le record absolu, et de 41 degrés 2, on prévoit 42 à 43 degrés pour demain. Et notez sur cette carte, pour demain, l'ajout de départements en vigilance orange, la Vendée, l'Indre et l'Indre-et-Loire. Vous voyez du jaune également jusqu'au bassin parisien. En réalité, la chaleur est déjà bien installée, notamment dans le sud du pays, avec une nuit tropicale la nuit dernière, près de plus de 30 degrés d'ailleurs à Perpignan. 28 degrés à 5 heures du matin à Durban-Corbière, près de 23 degrés également à Toulouse ou encore à Millau. Là, nous sommes à 700 mètres et cet après-midi, on attend encore des pointes à 40 voire 42 degrés. Alors notamment dans les plaines du sud-ouest, dans l'arrière-pays méditerranéen. Le plus chaud, ce sera probablement pour le début de la semaine prochaine, notamment ce lundi, 40-42 degrés dans le sud-ouest du pays. Et ces valeurs proches des 40 degrés vont remonter jusqu'au nord de la Loire. On atteindra les 35 degrés dans l'intérieur de la Bretagne et probablement jusqu'à 37 degrés à Paris. Là, ce sera pour la journée de mardi. Je vous laisse regarder votre ville en détail et je vous rappelle une nouvelle fois cette vigilance rouge. À noter donc des Charentes en descendant vers les Landes et en allant jusqu'au département de l'Aude. Là aussi, on aura jusqu'à 40-41 degrés cet après-midi et jusqu'à ce mardi. Merci beaucoup pour ces prévisions donc, qui concernent la canicule. Une chaleur donc, dans le sud de manière générale qui inquiète des départements sur le plan des feux de forêt. Également, on le disait, avec à l'heure actuelle donc, ces vigilances qui viennent d'être actualisées. Des départements du centre-ouest et du sud-ouest également vont, vous l'avez vu, passer en vigilance plus élevée. Et dans l'Aude, eh bien, on s'inquiète des conditions climatiques extrêmes de ce dimanche qui pouvait être le dernier jour pour pouvoir maîtriser l'incendie. On écoute le sous-préfet qui s'est exprimé, le préfet de l'Aude qui s'est exprimé ce matin. Vous savez, on a eu une reprise de la tramontane pendant la nuit, qui va un peu faiblir en début d'après-midi et repartir en fin d'après-midi. Donc c'est une journée qui est compliquée également, compte tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16 heures. Ce qui ne va pas effectivement faciliter les choses.
Vigilance rouge donc confirmée pour le département de l'Aude, comme 11 autres départements pour la journée de demain. Dans l'Aude, 1300 pompiers restent mobilisés pour tenter au plus vite de maîtriser le feu qui est fixé depuis jeudi, qui a parcouru, on vous le rappelle, 16 000 hectares. Et cet incendie du siècle, il y a aussi des conséquences économique. Fanny. Oui, en effet, il y a un coût pour l'économie touristique locale, notamment, exemple dans le village de La Grasse, concerné par cet incendie dès mardi, et qui se retrouve quasiment désert en plein cœur de l'été. Reportage de Hugo Smag et de Candice Antigane. Là, vous avez les 50 chaises que la mairie nous avait très aimablement prêtées pour l'événement d'aujourd'hui. Ce devait être la fête des vignerons, une tradition et un pic de fréquentation pour cette abbaye. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les vignerons avaient vraiment pas le cœur à la fête, donc on fera la fête plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, l'abbaye qui devait être foisonnante avec 500 personnes espérées, elle est vide. En plein été, l'abbaye de La Grasse accueille plus de 200 visiteurs quotidiens. Cette semaine, seule une vingtaine sont présents. Une chute de fréquentation de 90%. Et le coupable est tout trouvé. On a vu des flammes qui prenaient les bosquets, etc. Donc là, vous pouvez voir ces roussis avec des cimes noires. On a eu peur, mais on voyait bien que c'était sous contrôle. Pas de dégâts dans le village, mais des consignes strictes de la préfecture. Il faut limiter les déplacements, de quoi décourager de nombreux touristes, mais pas tous. On avait des contacts sur place qui nous disaient que tout allait bien. J'imagine que quand on ne sait pas trop ce qui se passe, moi j'imaginais vraiment le village entouré par les flammes, quoi. Donc forcément, j'imagine que ça peut décourager. Dans cet hôtel-restaurant, même constat, les annulations s'enchaînent. Alexandra a perdu 80% de sa clientèle du jour au lendemain. On est inquiet puisque nous, juillet-août, c'est vraiment les gros chiffres de la saison. Et là, avec ce qui vient de se passer sur août, effectivement, on sait qu'on va sentir une énorme baisse. Bilan du service, seulement 2 couverts. Alexandra espère un regain touristique dans les prochaines semaines. 6h15 sur BFM TV. François Bayrou revient à la charge aujourd'hui sur son projet de supprimer 2 jours fériés, potentiellement le lundi de Pâques et le 8 mai. Objectif, être un pays plus compétitif économiquement. Ça, c'est le premier objectif. Il y en a aussi un deuxième, économiser 4 milliards 200 millions d'euros à l'État sur son budget 2026. Un effort demandé aux travailleurs sur lesquels le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de faire des négociations d'ici la fin septembre. Reportage de Mathilde Couvellières-Flornois et Lolita Perron. Sur ce marché lillois, la perspective de supprimer 2 jours fériés n'enchante pas vraiment. Je pense qu'on cotise déjà assez pas mal. Je pense qu'on donne assez de notre personne pour encore nous enlever un bien qui a été acquis par nos anciens. À mon avis, il y a d'autres moyens de récolter de l'argent, peut-être déjà en supprimant une partie des primes de tous nos grands conseillers, nos présidents et tout ça. Une mesure présentée aux partenaires sociaux et qui pourrait finir dans le projet de loi de finances 2026. Les économies d'une telle mesure ont même déjà été estimées par le gouvernement. Le rendement de cette mesure devra être pour le secteur privé de 4,2 milliards d'euros dès 2026. Le gouvernement évoque l'éventualité de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai, en expliquant qu'il se situe à une période de l'année comportant de nombreux jours fériés. Mais le Premier ministre dit rester ouvert aux négociations. Le choix des 2 jours fériés identifiés peut être discuté dès lors que le rendement de la mesure est préservé. Mais les syndicats mettent en doute les économies avancées. Le mois de mai est aussi très bénéfique pour toute l'industrie du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Le calcul n'est pas forcément rentable. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 1er septembre pour prendre part aux négociations qui devront s'achever au plus tard le 30 septembre prochain. Alors comment cette mesure envisagée par le chef du gouvernement est-elle accueillie? On va voir ça du côté d'Albi avec Milan Argelas qui est sur place pour BFM TV, auprès Milan d'une professionnelle de la restauration. Oui, puisqu'on a pu, avec Laura Champion, échanger depuis ce matin avec plusieurs professionnels de la restauration. Certains n'ont pas vraiment d'avis sur la question. Ils nous disent qu'il y ait 2 jours fériés supprimés ou pas, ça ne changera pas grand-chose pour eux à Albi. En revanche, on a croisé une restauratrice, Carole, avec qui je me trouve, pour qui cette mesure représente un vrai coup. Carole, expliquez-nous comment vous avez réagi quand vous avez appris cette annonce.
Alors, immédiatement, pour moi, la réaction, elle a été de dire que c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que nous, sur ces jours fériés-là, il y a des ponts, les gens bougent, les gens partent en petit week-end. Aujourd'hui, on le sait, c'est la tendance en général. Plus les gens partent plus sur des petits week-ends que sur des séjours prolongés. Donc pour nous, on est forcé de penser qu'il y aura un impact sur notre économie, nous, que ce soit local ou national, parce que la suppression des jours fériés, ça va impliquer une perte de chiffre d'affaires, c'est certain. Plus de ponts, ça va faire moins de gens qui bougent et qui sortent, donc moins de chiffre d'affaires. Vous pourriez être ouvert à ce que ce soit d'autres jours fériés qui soient choisis pour être supprimés, ou alors vous dites aucun jour férié de supprimer? Moi, je souhaiterais que ce soit aucun jour férié de supprimer. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à d'autres solutions que d'aller supprimer des jours fériés. Parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, n'importe quel jour férié supprimé, ça aura sur nous un impact financier. Pour moi, c'est une certitude. Merci beaucoup, Carole. Le Premier ministre l'a dit, il est ouvert aux négociations, notamment au fait de rediscuter le choix de ces jours fériés. En revanche, une condition, il faut que cette mesure puisse permettre à l'État d'engranger 4,2 milliards d'économies d'ici 2026. Albi, Milan Argelas avec Laura Champion. À 16h19 à présent, cette autre question, plus de ce chiffre, 2500, c'est le nombre d'agressions d'élus recensées en 2024. Ça correspond à 48 par semaine, des faits qui touchent majoritairement des élus locaux. C'est le cas du maire isérois de Villeneuve-de-Marcq, violemment agressé mercredi par l'un de ses administrés. Le procureur de la République de Grenoble a fait ce matin un point sur l'enquête. Maëva Comessi est sur place pour BFM TV. Le suspect est placé en garde à vue, a reconnu les faits, mais il a nié son intention de tuer l'élu. Il évoque un litige vieux de 3 ans. On m'a poussé à bout, ce sont les mots déclarés aux enquêteurs par Malek A, le mis en cause dans la tentative de meurtre de Villeneuve-de-Marcq. Le 6 août dernier, l'individu se présente devant le domicile du maire, leurs regards se croisent et puis il rentre chez lui. Mais il revient muni d'un tournevis, il l'agresse au thorax, 3 plaies autour de l'aire cardiaque, une sur le bras. L'individu repart puis revient à nouveau avec son véhicule tenter de persécuter le maire et son fils venus à son secours. 2 jours plus tard, Malek A est interpellé à 10 km du lieu de l'agression. Il n'oppose à ce moment-là aucune résistance, mais en garde à vue, il explique aux enquêteurs qu'il a un litige avec le maire depuis 3 ans, un toit d'un bâtiment communal qui s'est effondré dans sa propriété, un litige jamais résolu malgré plusieurs procédures. Durant les 3 auditions, il n'a cessé de répéter qu'il était victime d'une injustice. Le procureur lui parle plutôt d'un homme au vécu persécutif avec une tendance à réinterpréter les faits. Écoutez à ce sujet le procureur de Grenoble. Et ce qui est saillant au travers des auditions du gardé à vue, c'est vraiment un vécu persécutif et une tendance à la réinterprétation de ce qu'il vit. Il évoque également une surveillance du maire, soit exercée directement, soit exercée par des administrés. Donc un vécu réellement persécutif. L'homme de 60 ans, sans antécédent judiciaire, a un profil psychologique qui interroge. 2 couteaux ont été retrouvés sous son oreiller pour le protéger, explique-t-il, d'une éventuelle agression. Sa garde à vue a donc été levée. Ce matin, il sera présenté devant les juges des libertés de Grenoble. Le procureur a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité pour double tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans l'actualité internationale, l'avenir de l'Ukraine se jouera-t-elle sans le pays autour de la table? C'est la crainte de Volodymyr Zelensky et de ses alliés européens qui sont alertés par l'annonce de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 15 août prochain en Alaska. Emmanuel Macron, hier, est monté au créneau, aux côtés d'ailleurs des principaux dirigeants européens. Il appelle à exercer une pression sur Moscou. Mathis Menu. Exclu des négociations entre Washington et Moscou, hier Volodymyr Zelensky prévenait. Toute décision qui nous est défavorable, toute décision prise sans l'Ukraine, est en même temps une décision contraire à la paix. Elle n'aboutira à rien. Une mise en garde à quelques jours du tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les 2 hommes ne se sont pas vus depuis 2019. Ils se retrouvent vendredi en Alaska pour poser les bases de la fin de la guerre en Ukraine. Parmi les exigences russes, la cession de plusieurs territoires ukrainiens, inacceptable pour Kiev.
Tout le monde voit clairement la tactique de Poutine. Il craint les sanctions et fait tout pour y échapper. Il veut échanger une pause dans la guerre et les massacres contre la légalisation de l'occupation de notre territoire. Il veut s'approprier les territoires pour la deuxième fois. Donald Trump, à son tour, évoque des échanges de territoires au bénéfice de chacun. Volodymyr Zelensky craint donc un accord à ses dépens et exhorte ses alliés à prendre des mesures claires pour définir une approche commune. Mais les Européens peinent eux aussi à trouver leur place à la table des négociations. L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté et leur sécurité depuis désormais plus de 3 ans. Les Européens seront aussi nécessairement partis à la solution car il en va de leur sécurité. Dans une déclaration commune, plusieurs dirigeants européens saluent les efforts américains, mais appellent à maintenir la pression sur la Russie. Prenons la direction de New York pour retrouver notre correspondante aux États-Unis, Sarah Anderson. Ce réveil des Européens, est-ce qu'il fait réagir les Américains, Sarah ? Difficile à dire puisque la Maison-Blanche s'est très peu exprimée officiellement sur le sujet. Pour le moment, Donald Trump semble toujours avancer en cavalier seul car il veut incarner une fois de plus l'image du pacificateur, l'image de celui capable de faire cesser les guerres. Mais alors que les Européens s'empressent de faire entendre leurs inquiétudes, notamment sur la nécessité d'inclure l'Ukraine dans les négociations, les officiels américains semblent tout de même à l'écoute de leurs alliés. Par exemple, vendredi, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est entretenu par téléphone avec plusieurs homologues européens. Et ce samedi, le vice-président J.D. Vance a réuni en Angleterre le chef de la diplomatie britannique ainsi que des responsables européens et ukrainiens. Objectif, désamorcer les tensions, clarifier la position américaine et exposer leur lecture des intentions russes. Mais un vrai flou persiste encore sur les détails de cette réunion en Alaska. Et pour certains analystes, tout cela révèle en filigrane une fracture entre les États-Unis et l'Europe. Puisque Donald Trump, d'un côté, cherche des solutions rapides à des crises profondes, il s'impatiente. Et de l'autre, les Européens plaident pour une approche plus inclusive, plus patiente et plus respectueuse de la souveraineté ukrainienne. Sarah Anderson à New York pour BFM TV. Vous restez sur BFM TV. Dans un instant, on va aller dans le Gard, suivre la situation autour de ce site classé Seveso, classé à risque, un site victime d'un incendie ce matin. Un appel au confinement a été lancé par les autorités pour une partie de la population. On ira faire un point de situation dans quelques instants, juste après la météo sur BFM TV. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes, Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Jamais on n'avait dépassé les 42 degrés sur l'Estacade à Bordeaux. On les attend ce lundi. Le record absolu est à 41 degrés 2, d'où cette vigilance rouge pour la Gironde. 12 départements sont concernés par cette vigilance, des Charentes jusqu'aux Landes et jusqu'au département de l'Aude. Là aussi, on flirte dangereusement avec les 42 degrés. Ce fut le cas également dans le Gard, dans l'Hérault. En cours d'après-midi, vers le nord, on vient d'ajouter également la Vendée, l'Indre-et-Loire en vigilance orange. C'est un épisode caniculaire très intense, des températures donc qui peuvent battre des records. Cet épisode sera durable également. Il devrait nous mener jusqu'en fin de semaine prochaine. Au moins, les conditions vont rester anticycloniques. Sous l'anticyclone, la chaleur s'accumule. Elle a du mal à s'échapper en ce moment et on va la retrouver donc ce lundi, l'une des journées les plus chaudes de la série. Pic de chaleur donc pour ce début de semaine. Avec un temps lourd, près de l'océan. Quelques coups de tonnerre en matinée avec cet air un peu plus océanique qui va tenter de progresser face aux hautes pressions en direction de la Normandie, en Nouvelle-Aquitaine. On aura quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées, sur les Alpes. Et ce sera le retour d'un vent marin dans le Roussillon, donc notamment pour le département de l'Aude. Un vent qui tourne à nouveau et des températures
très élevés dès le début de la matinée. Des nuits tropicales quasi généralisées sur une bonne moitié sud du pays. Déjà 26 à Nice au petit matin, 17 à Paris. Dans l'après-midi, la chaleur remonte vers le nord jusqu'à 33 à Reims, à Paris. Vous aurez 35 à Rennes, 37 à Lyon et donc des pointes à 42 voire 43 degrés sur les bords de la Garonne. Ça n'est pas terminé. Les jours suivants seront également très réchauffés et de plus en plus lourds avec un peu plus d'humidité dans l'air et déjà des orages. Mercredi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, ces orages pourraient être l'allié des pompiers, mais difficile de les localiser précisément pour l'instant. Ils pourront être violents avec toute la chaleur accumulée. Vous voyez, jeudi et vendredi, pour le 15 août, encore de 33 à 35 degrés de moyenne du nord au sud du pays. Des conditions qui vont rester anticycloniques tout au long de ce week-end du 15 août et probablement jusqu'en début de semaine prochaine également. J'attire enfin votre attention sur les nuits qui seront de plus en plus délicates dans les jours qui viennent. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! 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 Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Quasiment 6h30 dans l'après-midi info sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans ce journal, nous allons prendre la direction du Gard, concerné par un incendie qui touche un site classé Céveso. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant, mais des mesures de protection, de confinement ont été décidées. On fera un point de situation dans quelques instants. Et la préfecture fera un point de presse aussi à 17h. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. La suppression de 2 jours fériés en France pour faire des économies se dessine de plus en plus avec François Bayrou qui en appelle aux partenaires sociaux pour dialoguer et négocier sur cette mesure. Il vise un rendement de 4,2 milliards. On en parle avec nos invités dans un instant. On parlera aussi de la canicule puisque le phénomène prend de l'ampleur. 12 départements vont passer demain en vigilance orange pour forte chaleur. On attend du côté de Bordeaux 42 degrés. Vigilance rouge aussi dans l'Aude, concernée, vous le savez, par un important incendie cette semaine. Et puis l'union de l'Europe autour du président Zelensky, alors que l'Ukraine n'est pas conviée au sommet entre les États-Unis et la Russie vendredi prochain en Alaska. Le président ukrainien a reçu le soutien des principaux dirigeants européens. Nous serons dans un instant en Ukraine. On prend d'abord la direction du Gard, les Deux-Noms, où un incendie s'est déclaré ce matin dans une usine classée Céveso. La préfecture va faire dans les prochaines minutes un nouveau point de situation. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. En attendant, les autorités demandent à certains habitants d'éviter le secteur. On va retrouver Victor Pérez-Boucheron sur place pour BFM TV. Il y a près de 90 pompiers qui sont actuellement mobilisés. Quelle est la situation en ce moment ? Ah ouais, vous l'avez dit, 90 pompiers mobilisés à la mi-journée, c'était 78 pompiers, 28 véhicules des soldats du feu relayés par des pompiers, même des Bouches-du-Rhône. Vous le voyez derrière moi, la lance des sapeurs-pompiers qui a été déployée en début de journée est actuellement en train de cesser les jets d'eau. Il y a une dizaine de minutes, en tout cas, plus de jets d'eau sur ce site d'Hydrapro classé Céveso. En fait, c'est une alarme incendie qui s'est déclenchée aux alentours de 9h30 ce matin et qui a donc mis en état d'alerte ce site industriel classé Céveso. Et vous l'avez dit, dans une zone de 800 mètres. Un périmètre a été mis en place par les services de la préfecture et vous l'avez également dit, dans moins d'une demi-heure désormais, les services de la préfecture tiendront un point presse avec le vice-préfet et le préfet du Gard pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans un site qui a également pris feu en juillet 2023 à 2 reprises. Merci beaucoup Victor Pérez-Boucheron en direct de l'Ednon avec Dorine Jarnias pour les images. Maxime Cliérusa du service police-justice est avec nous également. Aucune victime à déplorer, on le disait pour le moment. Une enquête est ouverte et des mesures de protection de la population ont été mises en place assez rapidement. Oui, très tôt ce matin, puisque l'incendie sur ce site s'est déclaré aux alentours de 9h30. Rapidement, un message FR Alert, une notification que l'on reçoit sur son téléphone portable a été émise pour les habitants et les riverains concernés sur un périmètre au total de 825 mètres, un périmètre dans lequel toutes les populations ont été invitées à se confiner, à fermer leurs fenêtres et leurs volets. Et parmi ces populations, eh bien, un hameau a également été entièrement évacué par mesure de précaution. Nous
précise la préfecture. 88 sapeurs-pompiers ont au total été mobilisés sur le terrain. Des odeurs qui ont été également ressenties par les habitants de chlore, puisqu'il s'agit d'une usine de fabrication de chlore, mais des odeurs qui ne présentent pas de risque de santé publique, nous répond la préfecture. Merci beaucoup Maxime pour ces précisions. On va suivre évidemment le point presse dans quelques minutes. Je vous propose d'écouter Émilie. Émilie, elle était avec nous tout à l'heure. Elle habite pas très loin de ce site concerné ce matin par un incendie. Elle a témoigné de cette matinée qu'elle a vécue. C'était tout à l'heure sur BFM TV. On a vu qu'il y avait de la fumée. Et en fait, mon mari qui était en course, qui rentrait, a croisé les gendarmes, donc qui bloquaient tout, qui leur a dit qu'il y avait un gros feu à l'usine et qu'en fait, on ne pouvait plus rentrer à la maison. Donc, par chance, on a quand même des chemins de terre qui nous permettent de rejoindre la maison. Donc, mon mari est rentré. Et à 11h15, ce que je peux vous dire, c'est que personne n'est venu nous dire attention, il y a quoi que ce soit. Paul Paulin est notre invité. Bonjour, vous êtes expert en risques industriels et auteur de Tout peut exploser. Ce site donc, qui est concerné par cet incendie ce matin, il a déjà subi 2 incendies à l'été 2023. Un site classé Seveso risque haut. Quels sont les risques de ce type d'installation industrielle ? Sur ce type d'installation, il y a à la fois le risque d'incendie toxique, mais également le risque chimique. Donc le risque toxique lié aux émanations de chlore qui peuvent être létales, d'où le fait qu'il y ait eu un confinement de la population. Poulain, ce site, on l'a appris, il a été victime de 2 incendies au cours du même été. C'était en juillet 2023. Est-ce que ce genre de site fait l'objet de contrôles réguliers ? On sait que ce sont des sites à haut risque, classés Seveso, seuil haut en l'occurrence. Oui, ces sites sont contrôlés tous les ans. Les seuils hauts par l'ADREAL, donc par les agents du ministère de la Transition écologique. Merci Paul Poulin. Merci. On va retrouver tout de suite le maire de Lédenon. Bonjour Monsieur Frédéric Baum. Pour revenir sur ce qui s'est déroulé depuis ce matin et toujours l'intervention de ces pompiers pour tenter d'éteindre totalement cet incendie qui est fixé tout de même. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Alors les dernières informations en cours données par les pompiers qui datent pour moi de maintenant 3 heures, c'est qu'ils ont complètement isolé le silo qui était enflammé. Ils ont vidé les 2 silos d'à côté pour éviter tout risque de propagation d'incendie. Et que, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, je pense, sur les photos que vous diffusez actuellement à la télévision, ils ont une lance incendie qui arrose en permanence le local considéré, de manière à complètement claquer au sol toutes les vapeurs et toutes les fumées qui pourraient être dispersées, et en même temps ralentir la diffusion de cet incendie à l'intérieur. Dans la matinée, la température était montée aux alentours de 200 degrés à l'intérieur du local. Tout à l'heure, elle était redescendue en dessous de 80 degrés. Voilà. Donc, les pompiers maîtrisent largement la situation sur les dernières informations qui m'ont procuré. Frédéric Baum, les pompiers qui sont intervenus rapidement. Je vous pose la même question puisque vous êtes le maire de cette commune de Lédenon. Le site qui nous intéresse aujourd'hui a été victime d'un incendie, de 2 incendies en juillet 2023. Est-ce qu'il y a un problème avec cette usine ? Alors, un problème, normalement, effectivement, il y a eu un problème en 2023. Les services de l'État ont effectivement émis toutes les directives pour éviter que ça se reproduise. On ne sait absolument pas si les causes sont identiques. Si ça serait le cas, je pense que ça serait très problématique. Mais là, actuellement, on va laisser travailler les services de l'État pour déterminer la cause d'origine exacte de cet incendie-là. Il peut y avoir multiples causes. Et celle-ci n'est peut-être pas identique à celle de 2023. Bon, il va de soi, de toute façon, c'est quand même problématique. Concernant la population de votre commune et des communes peut-être alentours qui sont proches de cette usine, quelles sont les consignes qui ont été données ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont confinés, par exemple, ou d'autres qui auraient été évacués ? Moi, quand je suis parti du site aux alentours de 14 heures, les personnes n'avaient pas, enfin, certaines personnes avaient été évacuées, une vingtaine environ, et n'avaient pas été autorisées encore à retourner chez elles. Voilà. Pour le confinement était plutôt à titre de précaution, parce que le nuage de fumée et de vapeur n'est pas toxique particulièrement en lui-même, et les pompiers faisaient tout pour effectivement éviter qu'ils prennent de l'ampleur.
Merci voilà. beaucoup. Mais à titre de précaution, il est toujours important. Ouais. Frédéric Baume, merci beaucoup pour votre témoignage. On va retourner voir Paul Poulain s'il est encore là. Paul Poulain, expert en risque. Ça peut paraître paradoxal quand on a une situation comme celle de cet après-midi, d'inviter les populations à rester chez elles alors qu'il y a potentiellement des risques graves, peut-être des risques d'explosion. Comment ça se passe? Comment expliquer ces mesures de confinement? Quand on parle du chlore, c'est un risque létal. Donc, si jamais il y a des émanations de chlore trop importantes, vous sortez de chez vous, vous respirez le chlore et vous pouvez décéder. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on préfère confiner. D'ailleurs, on a tendance à ne pas confiner assez lors des incendies, parce que n'importe quel incendie est toxique. Après, pas forcément létal, mais par contre, ça impacte la santé, notamment vis-à-vis du risque de cancer. Merci beaucoup Paul Poulain, merci également à Frédéric Baume de nous avoir apporté vos éclaircissements sur donc, cette situation, cet incendie qui a pris dans cette commune de Lédenon, dans une usine classée Seveso, risque haut. Conférence de presse donc à suivre en direct sur BFM TV aux alentours de 17h par le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes. Dans l'actualité, à présent, on en vient au gouvernement qui invite les partenaires sociaux à ouvrir une négociation sur la suppression des 2 jours fériés. Proposition formulée le mois dernier déjà par François Bayrou, le Premier ministre, qui souhaite faire des économies. On va rejoindre Edgar Becquet, notre journaliste politique, avec ce gouvernement qui veut aller donc plus vite avec des négociations à tenir d'ici la fin septembre, Edgar. C'est en tout cas ce qu'indique ce document, cette lettre. L'objectif du gouvernement, c'est de trouver un accord avant le 30 septembre prochain. C'est dans un peu plus d'1 mois et demi. Ça laisse donc très peu de temps pour les partenaires sociaux de négocier. Dans ce document que nous avons pu consulter, ce document qui nous vient de Matignon, le gouvernement estime et le dit très clairement que les Français ne travaillent pas assez. Je cite: produire plus, c'est avant tout travailler plus. Les actifs français travaillent moins que les actifs américains. Des déclarations qui ne vont sûrement pas plaire aux syndicats cet été. L'objectif pour le gouvernement, ce serait de récupérer un peu plus de 4 milliards d'euros en 2026. Une mesure qui sera présentée dans le projet de loi de finances qui, lui, sera examiné à l'automne prochain par le Parlement. La piste qui est pour le moment sur la table, ce serait de supprimer à la fois le lundi de Pâques, mais aussi le 8 mai. Mais la porte du gouvernement reste ouverte. Je cite toujours la lettre. Le choix, je cite, des 2 jours fériés identifiés peut être discuté dès lors que le rendement de la mesure est préservé. Le chef de l'État qui, lui, est à Brégançon, au fort de Brégançon, qui se trouve juste derrière moi. Le président de la République qui n'avait pas officiellement réagi à cette proposition de mesure, mais il avait fait savoir que cette mesure allait dans le bon sens, alors qu'il y a quelques années, en 2019, il jugeait que cette mesure de supprimer 2 jours fériés était inefficace. Merci beaucoup Edgar pour toutes ces précisions. On en vient aux suites de l'agression du maire de Villeneuve-de-Marcq, c'est dans l'Isère, ça s'est passé mercredi soir. Le voisin de l'élu déféré au parquet a reconnu les coups devant les enquêteurs, mais il a nié l'intention de tuer. Oui, âgé de 60 ans, il est poursuivi pour double tentative de meurtre d'abord, et ce qui s'est passé donc avec un tournevis, puis ensuite avec son véhicule. Le maire gravement blessé est aujourd'hui hors de danger. Le procureur de Grenoble a évoqué ce matin en conférence de presse un litige entre les 2 hommes datant de 2022. La garde à vue a été élevée ce matin et donc il a été déféré au parquet à 9h. Il est en cours d'interrogatoire par le magistrat instructeur suite au réquisitoire introductif qui a été pris par le parquet de Grenoble. 2 qualifications différentes, une double tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les faits de 16h30, les coups donnés avec ce morceau de ferraille dans l'air cardiaque au maire. Et puis 16h50, le fait qu'on ait foncé délibérément sur le maire. En tout cas, c'est la vision du parquet à cette heure. L'actualité à 16h40, c'est aussi cette canicule qui touche la moitié sud du pays avec une quarantaine de départements en vigilance orange déjà aujourd'hui. Une vigilance qui va prendre de l'ampleur puisque vous le voyez, demain, 12 départements du quart sud-ouest du pays seront en vigilance rouge. On attend 42 degrés du côté de Bordeaux par exemple. Vigilance rouge aussi dans le département de l'Aude. C'est la 2e vague de chaleur de cet été et celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances travaillent encore et ils subissent cette chaleur de plein fouet. Reportage de Claudia Olivier et Emma Arnaud. Derrière les vitres de ce pressing niçois, Thierry enchaîne le repassage de vêtements.
Mais dans sa boutique, la température monte rapidement, notamment à côté des machines. 40 bien, sans souci. De la chaleur et de l'humidité qui s'ajoutent à la canicule. Alors pour se rafraîchir, il a installé ce ventilateur et il est venu très tôt ce matin. D'habitude, on commence à 7h. Là, c'est vrai que je viens à 5h, 5h30. Donc, pour faire un peu ce qui est machine, ce qui chauffe beaucoup, séchoir aussi. Changer ses horaires de travail n'est pas toujours possible. Comme ici dans ce restaurant lyonnais, les cuisiniers doivent supporter le four, la plancha et la friteuse. Mais ils tentent malgré tout de s'adapter. Dès qu'on a fini par exemple une table et tout, on sort un peu dehors et tout, on prend un verre d'eau et on y revient. Et à chaque fois on tourne comme ça. Ouais. On n'a pas le choix de toute façon. Sinon rester 1 heure dans la cuisine tout là, c'est pas possible. Une petite climatisation a été installée par la gérante de l'établissement. Du coup, vous étiez assis où ? On n'a pas le choix. C'est juste ça, on n'a pas le choix. On va pas arrêter de travailler parce qu'il fait 38, 39. Quand il fait chaud, qu'on a des terrasses, ça fait partie du jeu. À Lyon, les températures devraient rester supérieures à 35 degrés, au moins jusqu'à mercredi. Vigilance canicule qui concerne, je vous le disais, le département de l'Aude, qui passera demain en vigilance rouge. C'est ce que craignaient d'ailleurs les autorités qui ont tenu un nouveau point presse en début de journée, puisque l'incendie qui a démarré mardi, qui a été fixé jeudi soir, n'est toujours pas maîtrisé. 16 000 hectares, je vous le rappelle, ont été parcourus. Et donc, ces conditions météo qui inquiètent le préfet de l'Aude. Je vous propose de l'écouter. Une reprise de la tramontane pendant la nuit, qui va un peu faiblir en début d'après-midi et repartir en fin d'après-midi. Donc c'est une journée qui est compliquée également, compte tenu du fait qu'on devrait vraisemblablement passer en vigilance rouge canicule à partir de 16h, ce qui ne va pas effectivement faciliter les choses. Et ce sont toujours 1300 sapeurs-pompiers qui restent mobilisés. Un Dash également, avion bombardier d'eau qui est sur place avec le travail de noyage qui se poursuit. Quant aux sinistrés, eux, ils ont pu regagner leur domicile, pas sans émotion. Reportage d'Adrien Spiteri et des équipes de BFM TV sur place. Voilà, je n'ai plus rien. Un jardin entier réduit en cendres. Avant l'incendie, il y avait ici de l'herbe et des arbres fruitiers. Mais de cette végétation, il ne reste plus rien. Je suis triste pour moi, je suis triste un peu pour tout le monde, pour tous les gens qui travaillent ici, pour tous les gens qui vivent ici, qui étaient heureux. On se relèvera de tout ça, c'est sûr, mais ça va prendre du temps. De retour chez lui à Saint-Laurent de la Cabreries, David constate les dégâts. Si sa maison a été relativement épargnée, sa collection de Peugeot 205 n'a pas eu cette chance. Quand on a par bonheur la chance d'en regrouper quelques-unes, de les restaurer et de les voir finir comme ça. Pour David et sa famille, l'heure est désormais au nettoyage. À quelques kilomètres de là, à Durban-Corbière, les mêmes paysages de désolation sont visibles. Dans la commune, des distributions d'eau sont organisées. Privés d'électricité durant plusieurs jours, les 600 habitants du village ont dû s'adapter. Ma belle famille qui a un groupe électrogène, donc du coup on a essayé de sauver ce qu'on a pu des frigos avec eux. Et le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés chez nous, qu'il n'y ait pas de morts et que voilà, que les gens essayent de reprendre une vie normale, même si ça ne va pas être facile pendant ces quelques jours ou voire quelques semaines. Grâce au travail des agents du fournisseur Enedis, le courant a pu être rétabli selon la préfecture. 16h45 sur BFM TV, J-5 avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Première rencontre physique entre le président des États-Unis et le président russe depuis 2019 pour tenter évidemment de mettre un terme au conflit en Ukraine. Et on va retrouver Nicolas Coadou à Kramatorsk en Ukraine pour BFM TV. L'Ukraine qui pour l'heure n'est pas conviée donc à ce sommet Trump-Poutine en Alaska vendredi prochain, mais l'Europe qui tente donc de venir au secours de l'Ukraine. Oui, l'Europe qui tente, on va dire, plutôt de venir à son secours et l'Europe qui marche un petit peu, si on regarde les déclarations avec précision, sur une corde un petit peu sensible. D'un côté, il ne faut surtout pas froisser Donald Trump parce qu'on a bien compris que lorsque Donald Trump était froissé, eh bien, ça n'amenait rien de bon finalement pour l'Ukraine. Donc, il y a eu cette première déclaration des dirigeants européens, déclaration conjointe Keir Starmer, Ursula von der Leyen, le chancelier Merz allemand ou encore Emmanuel Macron, qui, c'est important, remercie Donald Trump pour ses efforts en
faveur de la paix. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'Europe explique que tout ne pourra pas se jouer sans l'Ukraine. C'est ce que rabâche finalement Volodymyr Zelensky depuis maintenant plusieurs jours, et c'est lui-même qui avait demandé en off, parfois officiellement, d'autres fois à l'Europe de prendre plus de place dans ces négociations. Volodymyr Zelensky qui déclarait il y a quelques jours: cette guerre se déroule sur le continent européen, l'Europe doit jouer un rôle dans les négociations. Mais comme vous l'avez dit, au moment où on se parle, à quelques jours de ce sommet bilatéral entre Donald Trump et entre Vladimir Poutine, l'Ukraine n'est pas conviée et l'Europe non plus. Quelles sont les demandes de l'Europe? Finalement, ce sont un petit peu les mêmes que l'Ukraine. Un cessez-le-feu immédiat avant même de pouvoir discuter d'un éventuel accord de paix et potentiellement de cession de territoire. À ce sujet-là, l'Europe a tenté d'ailleurs de parler d'une seule voix. Même l'Italie, Giorgia Meloni, qui parfois ne parle pas vraiment de la même voix que l'Europe, a été d'accord. L'Ukraine ne doit pas céder de territoire avant d'autres négociations de paix qui pourraient aller plus loin à la Russie. Pour l'instant, c'est donc un non. Et en parlant justement de cette idée de céder des territoires, ici, lorsqu'on discute avec les Ukrainiens, c'est quelque chose qui est absolument inenvisageable, surtout lorsqu'on parle de territoires qui n'ont pas réussi à être conquis par Vladimir Poutine, par son armée depuis maintenant 3 ans. Prenons pour exemple là où nous trouvons avec Théo Touché la ville de Kramatorsk, à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Si on suit ce plan finalement voulu par la Russie, ça voudrait dire que cette ville, dans une semaine, deviendrait russe, que les forces armées ukrainiennes s'en retiraient. Et ça, pour les Ukrainiens, pour Volodymyr Zelensky et surtout pour les soldats qui se battent depuis 3 ans, c'est totalement inacceptable. Nicolas Coadou avec Théo Touché en Ukraine pour BFM TV. La météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Jamais on n'avait dépassé les 42 degrés sur l'Estacade à Bordeaux. On les attend ce lundi. Le record absolu est à 41 degrés 2, d'où cette vigilance rouge pour la Gironde. 12 départements sont concernés par cette vigilance, des Charentes jusqu'aux Landes et jusqu'au département de l'Aude. Là aussi, on flirte dangereusement avec les 42 degrés. Ce fut le cas également dans le Gard, dans l'Hérault, en cours d'après-midi. Vers le nord, on vient d'ajouter également la Vendée, l'Indre-et-Loire en vigilance orange. C'est un épisode caniculaire très intense, des températures donc qui peuvent battre des records. Cet épisode sera durable également. Il devrait nous mener jusqu'en fin de semaine prochaine. Au moins, les conditions vont rester anticycloniques. Sous l'anticyclone, la chaleur s'accumule. Elle a du mal à s'échapper en ce moment et on va la retrouver. Donc ce lundi, l'une des journées les plus chaudes de la série. Pic de chaleur donc pour ce début de semaine. Avec un temps lourd, près de l'océan. Quelques coups de tonnerre en matinée avec cet air un peu plus océanique qui va tenter de progresser face aux hautes pressions en direction de la Normandie, en Nouvelle-Aquitaine. On aura quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées, sur les Alpes, et ce sera le retour d'un vent marin dans le Roussillon, donc notamment pour le département de l'Aude, un vent qui tourne à nouveau, et des températures très élevées dès le début de la matinée, des nuits tropicales quasi généralisées sur une bonne moitié sud du pays, déjà 26 à Nice au petit matin, 17 à Paris. Dans l'après-midi, la chaleur remonte vers le nord jusqu'à 33 à Reims, à Paris. Vous aurez 35 à Rennes, 37 à Lyon et donc des pointes à 42 voire 43 degrés sur les bords de la Garonne. Ça n'est pas terminé, les jours suivants seront également très réchauffés et de plus en plus lourds, avec un peu plus d'humidité dans l'air et déjà des orages. Mercredi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, ces orages pourraient être l'allié des pompiers, mais difficile de les localiser précisément pour l'instant. Ils pourront être violents avec toute la chaleur accumulée. Vous voyez, jeudi et vendredi, pour le 15 août, encore de 33 à 35 degrés de moyenne du nord au sud du pays. Des conditions qui vont rester anticycloniques tout au long de ce week-end du 15 août et probablement jusqu'en début de semaine prochaine également. J'attire enfin votre attention sur les nuits qui seront de plus en plus délicates dans les jours qui viennent. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? C'était la météo avec Entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir
Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. 16h52, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette vague caniculaire qui gagne le sud de la France et remonte petit à petit sur le territoire. 42 départements sont actuellement en vigilance orange, mais demain, 12 départements du sud-ouest seront placés en vigilance rouge canicule. Les températures qui grimpent, de jour comme de nuit. On fait le point dans un instant. À tout de suite. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités, les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, peut-être envoyé spécial aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule. Se mobilisent pour vous informer en temps réel. Nos reporters sont à vos côtés en direct sur BFM TV. BFM TV est à vos côtés tout l'été. BFM TV, première sur l'info. Pourquoi la MAF? Je veux savoir pourquoi. Eh bien voilà. Oh là là, il est vraiment bien celui-là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone? Non mais je suis sur la MAF, maman. Sur la MAF? Bah, genre l'appartement, je le kiffe, tu vois. Donc je suis en train de l'assurer là. Attends, comment ça tu l'assures? Bah avec la MAF, j'ai l'assurance habitation 100% en ligne, qui assure même les colocataires. Maintenant, vous savez pourquoi on préfère la MAF. On est repéré. La MAF, je préfère la MAF. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com. Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. My Hero Academia. Entrez à la Hero Academia aux côtés du jeune Izuku Midoriya avec l'intégrale du manga culte en grand format inédit. À chaque numéro, plus de 200 pages de manga, des pages couleurs, un marque-page et un poster. Le numéro 1, 1,50€ seulement. Nickel Chrome, elle brille, elle assure. Vol annulé, bagages perdus, c'est géré. Colis abîmé, pas de problème. Frais de paiement à l'étranger, 0. Nickel Chrome, la carte pour tous les jours et en voyage. Rendez-vous sur nickel.eu. Achetez vos nouvelles portes et fenêtres dès maintenant sur fenêtre24.com. Lancez le configurateur en ligne et passez votre commande en quelques clics. Fenêtre24.com, spécialiste des portes et fenêtres en ligne. Mister Auto, pour tous ceux qui entretiennent leur auto, qui filent dans la ville, qui s'évadent chaque week-end ou qui roulent des mécaniques. Avec Mister Auto, cliquez et recevez la pièce ou l'accessoire qu'il vous faut pour toutes les façons de bouger, toujours à nos meilleurs prix. Trouvez tous les produits SKF sur mister-auto.com. Mister Auto, click, get and move. United Credit. En ce moment, profitez d'un prêt de 10 000 € au taux exceptionnel à partir de 4,5%. United Credit, enfin un crédit fait pour You. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. À la Matmut, nos conseillers vous proposent un bilan gratuit pour ajuster vos contrats selon vos besoins et votre budget, y compris à la baisse. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, y a pas plus fort que toi. Chaque jour dans nos fermes, nous améliorons la qualité de votre alimentation. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Besoin de changer de sol? Chez Leroy Merlin, on a des petits prix toute l'année pour tous vos projets. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Café long, espresso, cappuccino, votre coffee shop à la maison en un seul clic. Tassimo reconnaît chaque capsule, ajuste seule la température, l'intensité et la taille du café. Tassimo s'occupe de vous. Interesting. Coincé dans un onglet d'enfant?
Progressez en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Avec Le Chat, vous obtenez bien plus qu'un linge parfaitement propre. Le Chat est la marque numéro 1 recommandée par les dermatologues. Sans ingrédients controversés, sa formule convient à toutes les peaux. Votre graine de star peut enfin se sentir bien dans ses vêtements. Le Chat, la marque numéro 1 recommandée par les dermatologues. La guerre en couleur, la Seconde Guerre mondiale comme vous ne l'avez jamais vue. Grande bataille, figures marquantes, résistance. Redécouvrez ces moments et personnages clés grâce à des images d'archives restaurées ou colorisées par des experts. À chaque numéro, des photos exceptionnelles, des articles détaillés et une infographie pour comprendre et revivre l'histoire. Le numéro 1, 1 € seulement. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement. Fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important le .fr. Merci docteur. Alors à qui le tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. Bientôt 17h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour l'après-midi info. À la une cet après-midi, la fin du confinement est déclarée dans le Gard après l'incendie d'une usine classée Seveso. Ce matin, à Lédenon, un feu fixé mais pas encore totalement éteint. 88 pompiers sont toujours mobilisés. Aucune victime n'est à déplorer. Nouveau point de situation prévu par les autorités dans quelques minutes. Nous ferons le point également avec notre journaliste en plateau, Maxime Clié-Ruza. On parlera aussi de la vigilance canicule qui s'accroît puisque 12 départements du sud-ouest du pays seront demain en vigilance orange. Météo France l'a annoncé il y a quelques minutes. Ça concerne notamment le département de l'Aude, victime d'un incendie. D'autres départements sont en rouge, près d'une quarantaine. Et là-bas, vous le verrez dans ce journal, les conditions pour celles et ceux qui travaillent sont compliquées. Faire travailler les salariés gratuitement sur 2 jours fériés. François Bayrou demande aux partenaires sociaux de plancher sur cette mesure que le Premier ministre souhaite intégrer à son projet de budget 2026. D'y plancher d'ici la fin septembre, avec pour objectif d'économiser plus de 4 milliards d'euros. Nous verrons comment réagissent les principaux intéressés. Et puis on parlera de la montée au créneau de la France et des principaux dirigeants européens pour faire pression sur la Russie avant le sommet Trump-Poutine prévu vendredi en Alaska. Une réunion sur l'avenir de l'Ukraine à laquelle le pays n'est pas convié. Quelle issue possible? On en parlera avec nos spécialistes. Mais tout d'abord, la situation à Lédenon dans le Gard après cet incendie qui s'est déclaré ce matin, peu avant 10h, dans une usine chimique classée Seveso. Les autorités affirment que les relevés de toxicité dans l'air sont non significatifs. Maxime Clié-Ruza est avec nous du service police-justice de BFM TV. Les autorités ont donc pu annoncer la levée du confinement. Oui, une levée du confinement qui est arrivée un peu après 16h aujourd'hui. Une levée du confinement qui fait suite au travail des 88 sapeurs-pompiers sur cette usine de production de chlore après une alarme incendie qui s'est donc déclenchée aux alentours de 9h30 ce matin sur un périmètre de quasiment 800 mètres, 825 mètres pour être très exact. Les populations ont été confinées. Un hameau a également été évacué par mesure de précaution, nous a répondu la préfecture. Désormais, donc, place à l'enquête, une enquête qui est dirigée par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Marguerite et qui va donc tenter d'estimer, de voir d'où est parti cet incendie qui est vraisemblablement non pas intentionnel mais accidentel. On va rester avec nous, Maxime. On va rejoindre Paul Poulain qui est avec nous en visio, expert en risque. Merci d'être encore là sur BFM TV. Ce site, il est classé donc Seveso. Pour le grand public, ça veut dire quoi concrètement? Les sites classés Seveso sont les sites les plus à risque en Europe. Donc il y en a 10 000. En France, on est le 2e pays à avoir le plus de sites Seveso. On en a environ 1300. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être classé Seveso? Quel est le type de risque? À quoi ça expose la population? Les 3 principaux types de risques sont l'incendie, l'explosion et le nuage toxique.
Et là, en l'occurrence, ça concerne le nuage toxique pour le confinement d'aujourd'hui. Une toxicité donc qui concerne des émanations de chlore, puisque cette usine, elle fabrique du chlore. Quels sont les dangers de ce gaz ? Le risque principal est le létal, c'est-à-dire que si vous le respirez, vous pouvez décéder immédiatement. C'est la raison pour laquelle on a confiné à 800 mètres autour du site. Vous voyez les images en direct de les Deux-Noms où on attend le point presse des autorités dans quelques instants. Ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Maxime Cliérusa, ce site, il a connu déjà 2 incendies par le passé. C'était en juillet 2023. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas la première fois donc que ces populations connaissent ce risque. La préfecture a voulu être rassurante en disant que les odeurs de chlore qui émanaient de cet incendie ne représentaient aucun danger pour la santé. Pour autant, les populations ont donc été invitées, notamment via des messages sur les réseaux sociaux, via une alerte, FR Alert comme on dit, sur le téléphone portable, à rester confinées, à fermer portes et fenêtres, à l'abri, dans un bâtiment en dur et à éviter le secteur pour les populations qui ne se trouvaient pas dans ces 825 mètres. Paul Poulain, justement, cette toxicité dans l'air, elle est mesurée comment et par qui ? Alors, c'est les pompiers qui ont la capacité de mesurer cette toxicité dans l'air. Le site industriel, normalement, a également des capteurs. C'est ce qui a permis de lever de l'alerte. La problématique vis-à-vis des capteurs, elle concerne plus la toxicité des fumées des incendies, où il n'y a pas suffisamment de types de capteurs pour cerner toute la toxicité, qui cette fois-ci n'est pas létale, mais par contre peut engendrer des cancers pour les personnes respirant ces fumées. Et les risques, ils restent présents encore combien de temps si jamais l'air était contaminé, peut-être dans l'air, dans l'eau? Quels sont les exemples dont vous disposez? En termes de toxicité, l'air en fait va se disperser assez rapidement. Donc c'est durant le temps en fait où l'incendie se consume. C'est la raison pour laquelle, avec de nombreux experts en risque industriel, nous plaidons pour un confinement de la population lors de chacun des incendies industriels, pas uniquement ceux qui concernent le chlore. Vous qui êtes expert en risques industriels, Paul Poulain, ce genre de site fait l'objet, j'imagine, régulièrement non seulement de contrôles, mais aussi d'exercices en cas justement d'incidents, d'incendies, comme ça s'est produit aujourd'hui? Oui, et typiquement, ce site a connu des exercices suite aux incendies de 2023. Et la DREAL, donc l'autorité environnementale de contrôle pour la France, avait remarqué qu'il y avait des failles. Donc il sera vraiment intéressant de voir comment va être étudié ce nouvel incendie. Et également, il va falloir étudier les causes de l'incendie, car un site qui connaît 3 incendies en 2 ans, c'est énorme. Donc il faut voir si on peut agir pour améliorer la prévention des risques. Vous le disiez tout à l'heure, la France est le 2e pays européen à avoir le plus d'usines classées Seveso. Sur les 1300 que compte le pays, combien ont été concernés par des accidents ? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce que je peux vous donner, c'est les chiffres des incendies sur des usines. Il y a environ 20 incendies chaque jour sur des usines en France. Donc, c'est assez énorme et plus de la moitié, selon des rapports d'assureurs, auraient pu être évités. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, en termes à la fois de prévention des biens, mais aussi de sécurité des personnes, notamment vis-à-vis de la toxicité des fumées des incendies. S'ils auraient pu être évités, ça veut dire que les causes auraient pu être évitables. Quelles sont les principales causes de ces incendies d'usines ? Il y a les causes assez classiques d'équipements électriques qui ne sont pas suffisamment maintenus et qui, du coup, engendrent des départs de feu. Et dans les risques assez récents, et j'en profite pour passer à l'antenne pour passer ce message de prévention, il y a les batteries au lithium qu'il y a dans nos téléphones, dans nos portables, mais dans des sites industriels, il y en a dans tout un paquet d'équipements. Et ces batteries au lithium peuvent générer des départs de feu qu'aujourd'hui on ne sait pas éteindre. Donc c'est vraiment un gros sujet de prévention et donc j'encourage toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à ne pas recharger leurs équipements la nuit, à éviter de mettre des équipements au lithium dans leur entrée de leur appartement ou de leur maison.
Alors que vous voyez ces images en direct qui nous montrent notamment la présence d'une unité des marins-pompiers de Marseille, puisque des pompiers et des marins-pompiers donc des Bouches-du-Rhône et de Marseille sont venus en renfort pour justement ce dispositif de secours conséquent dans le Gard. Conférence à suivre dans un instant des autorités sur BFM TV. Paul, tout à l'heure on était avec une habitante qui disait voilà, j'ai pas vu forcément de gros nuages de fumée, c'était pas spectaculaire, mais le risque dans ce genre d'incident sur ce genre de site Seveso, c'est c'est pas forcément entre guillemets visible, ça peut être inodore, il peut y avoir des intoxications comme on parlait tout à l'heure. Oui, complètement. Il y a le risque effectivement de fumée, d'incendie, là c'est extrêmement visible, mais les nuages toxiques de substances chimiques peuvent être totalement invisibles ou très peu perceptibles. C'est la raison pour laquelle il faut augmenter la culture du risque et la culture de sécurité dans notre pays, car il est complètement anormal en 2025 d'avoir des riverains de sites Seveso qui ne connaissent pas bien les problématiques de risque industriel. Et qu'est-ce que c'est ce système d'alerte qui est généré automatiquement normalement quand il y a ce type d'incendie ? C'est un système qui a été mis en œuvre après l'incendie de Lubrizol en 2019 à Rouen, pour lequel vous êtes prévenu dans la zone du site Seveso, même si vous n'habitez pas cette zone, si votre téléphone est identifié, vous allez recevoir une alerte qui va faire sonner votre téléphone même quand il est éteint et qui va vous donner les informations du préfet, notamment en termes de confinement, en termes d'évacuation. Et c'est utilisé à la fois pour les risques technologiques, mais aussi pour les risques naturels. Donc c'est vraiment une bonne avancée, mais il va falloir également jouer sur la connaissance de ces risques vis-à-vis de la population pour qu'elle agisse de mieux en mieux, parce qu'avec le dérèglement climatique, nous allons avoir de plus en plus de crises. Paul Poulain, restez bien avec nous. On voyait sur ces images BFM TV que la conférence de presse est en train de se mettre en place. Maxime Keyeruza du service police-justice est toujours avec nous en plateau. On parlait de ce dispositif. Il a un nom, FR Alert. Alors le bruit surprend à chaque fois et est relativement strident, mais c'est vrai qu'on n'y échappe pas, en effet. On n'y échappe pas et on l'entend même de plus en plus. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, pour avertir les populations, c'est plutôt positif, notamment lorsqu'il y a des feux de forêt. Ça a dû se passer dans l'Aude il y a quelques jours. Ça s'était passé à Marseille avant ça. On l'entend de plus en plus, ce FR Alert. Oui, tout à fait. C'est un système qui s'est démocratisé, notamment avec l'apparition des smartphones, peu importe la marque du téléphone. La France a fait des essais il y a quelques années sur un système qui fonctionne très bien, puisque le message est obligatoire, j'ai envie de dire en quelque sorte. Impossible d'y échapper, vous l'avez dit Stéphane, un bruit presque strident, à la limite d'être strident, et qui sonne en boucle si nous sommes dans la zone. On en a nous-mêmes parlé beaucoup à l'antenne cet été, puisque notamment avec les différents incendies, feux de forêt, que ce soit dans l'Aude, au Pen Mirabeau récemment à côté de Marseille, ce message a beaucoup résonné, notamment, et c'est le cas aujourd'hui, quand il s'agit d'alerter les populations à un confinement et leur dire de ne pas sortir de chez eux, surtout leur rappeler les bonnes règles de sécurité, à savoir fermer portes et fenêtres, fermer volets, mettre une serviette humide sur le bord de la fenêtre. Tout ça fait partie des recommandations qui peuvent être indiquées dans ce message. Et en ce qui concerne les sites classés Seveso, comme c'est le cas pour l'usine de production de chlore dont nous parlons aujourd'hui dans le Gard, d'autres systèmes peuvent être mis en place. C'est notamment le cas de l'accès à l'information sur ces sites Seveso via Internet pour les populations qui habitent à proximité. Ça peut être via une maîtrise de l'urbanisation pour les communes concernées ou encore les propriétaires de logements qui peuvent être contraints à des travaux de rénovation de leur logement, notamment des travaux de rénovation thermique ou d'isolation pour éviter que des substances chimiques pénètrent à l'intérieur de leur logement. Paul Poulain, le temps que les autorités se mettent en place, on voit Yann Gérard, le sous-préfet de Nîmes, qui est en train de se préparer en fond de cette image devant ce camion du poste de commandement pour nous faire donc un dernier point de situation. Vous évoquiez la culture disque. Je pense qu'on va y revenir dans quelques instants parce qu'on va probablement donner la parole à Yann Gérard. Dites-moi. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être rendus disponibles. Je suis accompagné du colonel Carré qui est le directeur départemental du SDIS, du commandant des opérations de secours, colonel Marcel, de monsieur le maire de Lédinan et puis du représentant de la gendarmerie nationale. Ce matin, un incident chimique s'est produit dans une zone de stockage de produits chlorés
de l'entreprise Hydrapro qui est située sur la commune d'Eldinan et qui est un site Céveso seuil haut. Au regard en fait de l'évolution du sinistre qu'on a constaté, il a été décidé de déclencher le plan particulier d'intervention de l'établissement à 11h10 et nous avons également déclenché évidemment la mise en œuvre du centre opérationnel départemental. Cet incident chimique a généré un important dégagement de vapeur chlorée. La population qui est située dans le périmètre du plan particulier d'intervention autour de l'établissement a été invitée à se confiner. Et à titre préventif, dès le début de l'incendie, les habitants du MAS qui est situé juste derrière l'entreprise ont été évacués. En phase initiale du sinistre, des perceptions olfactives de chlore ont pu être ressenties par les populations des communes alentours, sans pour autant qu'il y ait qu'elle soit dangereuse pour la santé de la population. Sur l'ensemble du sinistre, 88 sapeurs-pompiers et 35 véhicules ont été mobilisés. Ils ont été aidés et accompagnés par des éléments du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, notamment spécialisés sur le risque chimique. L'action déterminante des sapeurs-pompiers, le confinement et en tout cas la périmétrie qui a été décidée avec le concours de la gendarmerie a permis, l'ensemble de ces actions ont permis de fixer aujourd'hui l'incident. Et à cette heure, au moment où je vous parle, les pompiers sont en train de poursuivre les opérations d'extinction. Parallèlement à cela, nous avons réalisé des mesures de toxicité de l'air et les résultats qui ont été donnés font et montrent qu'il n'y a pas de risque pour la santé et donc nous avons décidé de lever le confinement sur le secteur qui était localisé autour de l'entreprise. En termes de bilan humain, aucune victime n'est à déplorer. Le parquet de Nîmes a évidemment été informé de cet événement, de cet incident, et les services de gendarmerie sont en train d'effectuer les premières constatations. Parallèlement à ça, les services spécialisés de l'État dans les éléments ou les événements de risque industriel sont également mobilisés et viendront mener les premières inspections dès demain matin. Je souhaitais remercier évidemment l'action des sapeurs-pompiers et l'action de l'ensemble des services de l'État, des élus qui ont été fortement mobilisés aujourd'hui pour à la fois gérer cet incident et puis assurer de manière plus générale la sécurité de la population. Si vous le voulez bien, je vais passer la parole au commandant des opérations de secours, le colonel Marcel, qui pourra rentrer un peu plus dans le détail sur la nature des actions qui ont été menées par les sapeurs-pompiers. Colonel. Bien, bonjour. Donc effectivement, depuis ce matin, nous luttons contre ce sinistre qui, au travers de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, à savoir, dans un premier temps, la mise en sécurité de tous les stockages qui étaient attenants à la cellule qui brûlait, et nous a permis donc ainsi de limiter l'ensemble du sinistre à celle-ci, uniquement à celle-ci, et aux 30 tonnes de produits qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Actuellement, comme vient de vous l'indiquer monsieur le préfet, donc nous mettons en œuvre des moyens qui permettent à la fois d'évacuer les résidus de combustion et donc de récupérer l'ensemble des produits liés à la décomposition du produit mis en cause initialement, tout en finissant donc l'opération d'extinction. Voilà. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'analyses sont toujours en cours, notamment au niveau de la récupération des eaux d'extinction. Et pour l'instant, l'ensemble de ces mesures nous sont tout à fait favorables. Qu'est-ce qui est la cause de l'incendie ? La cause, comme ça vous a été indiqué, ça fera l'objet d'une enquête, mais en ce qui nous concerne actuellement, nous n'avons pas pu déterminer l'origine de celle-ci. On voit des balais de drones, à quoi ils servent ? Les drones sont aujourd'hui un outil indispensable pour les opérations de secours, puisqu'effectivement, ils nous ont permis, d'une part, de voir l'étendue du sinistre dès l'arrivée des premiers éléments de sapeurs-pompiers, mais également, vu qu'on a la possibilité de voir en infrarouge, donc ça nous permet de localiser encore de façon plus précise
l'emplacement exact du sinistre. Parce que ce type d'événement génère, lors de la combustion, également beaucoup de vapeurs, des vapeurs chlorées, des vapeurs azotées, qui retombent au sol et donc font des nuages dans lesquels il faut que l'on pénètre avec des équipements spéciaux. Voilà, donc l'appui des drones nous a été effectivement important dans le cadre de la lutte contre ce sinistre. C'est pas la première fois que cette usine prend feu, c'est la 5e fois, je crois. Est-ce qu'il y a une vigilance à avoir particulière à cette usine qui multiplie les incendies? Alors, il y a les services de l'État, en fait, évidemment, travaillent avec les responsables de l'établissement pour limiter ces risques. Le dernier grand événement, c'était en 2023, vous avez raison. Et depuis, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Et là encore, il va y avoir une nouvelle inspection qui va être menée par les services de l'ADREAL, vous savez, la Direction régionale de l'environnement, qui vont certainement préconiser des mesures complémentaires, sachant qu'il faut bien en avoir conscience, toutes les eaux d'extinction ont été récupérées à l'intérieur du bassin de rétention, donc du site. Il n'y a absolument aucun élément de pollution à l'extérieur du site. Voilà. La suite des opérations, cette nuit, demain, ça va consister en quoi? Alors, les opérations vont se poursuivre tant qu'il sera nécessaire d'être présent, notamment pour assister la société qui vient pour dépolluer le site et récupérer, donc, comme cela vient d'être indiqué, les eaux résiduelles d'extinction. Voilà, donc on va assurer le soutien aussi longtemps qu'il le faudra. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour cette prise de parole de Yann Gérard, le sous-préfet de Nîmes. Le colonel Marcel également, qui est en charge des opérations de secours, vient de s'exprimer. Maxime Clioruza est toujours avec nous, avec donc ces informations qui nous parviennent sur l'avancée de ces opérations menées depuis ce matin, qui ont permis donc de fixer le feu, pas encore de l'éteindre, on l'a compris, mais aussi de lever la mesure de confinement qui a été prise par précaution de la population dans la zone qui a été identifiée. Absolument, c'est le sous-préfet qui l'a dit lui-même. Des analyses de toxicité de l'air ont été réalisées. Celles-ci s'avèrent positives puisqu'il n'y a pas de risque pour la santé des riverains. C'est donc une levée du confinement qui a eu lieu peu après 16 heures. Le sous-préfet qui indique, vous l'avez dit également, que les opérations d'extinction sont toujours en cours à l'heure où l'on parle, un peu après 17h15. La bonne nouvelle, c'est évidemment que cet incendie qui s'est déclaré vers 9h30 ce matin n'a fait aucune victime et qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Nîmes et dont ont à charge les gendarmes de la brigade nationale territoriale du Gard. On est toujours avec Paul Poulain, expert en risque. Les opérations qui se poursuivent malgré la levée du confinement. Pour bien comprendre ce seuil Seveso haut en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel type de danger ça représente? Et comment sont évaluées justement la graduation de ces risques? Pour passer en statut Seveso, il faut passer un certain gap de stockage de produits. Donc les 1300 sites Seveso en France sont les sites qui stockent le plus de produits dangereux en termes d'incendie, d'explosion ou de nuages toxiques. Cela ne veut pas dire que les sites qui ne sont pas Seveso ne sont pas dangereux, comme parfois cet amalgame peut être réalisé. Et donc on comprend qu'il y a plusieurs degrés dans ces usines classées Seveso, puisque celle-ci est en seuil haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien il y a de niveaux déjà? Il y en a deux. Seuil bas, seuil haut. Sur les 1300 sites en France, il y a à peu près la moitié qui sont en seuil haut, la moitié en seuil bas. C'est pareil, c'est une question de quantité de substances chimiques sur le site. Et quand on est en seuil haut, c'est juste qu'on en a beaucoup plus que pour le seuil bas. On a entendu le colonel Marcel qui se charge donc de ces opérations de secours parler d'analyse sur les eaux résiduelles d'extinction. Ça veut dire que les pompiers, lorsqu'ils ont arrosé le site pour tenter d'éteindre ce feu, on va récupérer ces eaux parce qu'elles pourraient être polluées. Complètement, ça c'est une très bonne chose dans le cadre de cet incendie, c'est que visiblement le site disposait d'un bassin de confinement d'eau d'extinction d'incendie permettant d'éviter de rejeter dans les sols et dans les rivières autour du site des substances chimiques. Par contre, moi, ce qui me préoccupe sur cet événement, c'est comme souvent qu'on se focalise sur l'aspect létal, ce qui est une très bonne chose, mais par contre, pas sur l'aspect dangereux, sur la santé
sur le moyen et long terme. En l'occurrence, les capteurs aujourd'hui des pompiers sont capables d'étudier une vingtaine de substances chimiques, alors que n'importe quel départ de feu génère environ 200 substances chimiques. Donc on voit bien qu'il y a encore un travail à faire pour que les autorités puissent confiner la population, non pas uniquement pour le risque létal, mais également pour le risque sur la santé sur le long terme, car comme on l'a vu ici, l'incendie continue et donc il y a un nuage toxique de fumée lié à l'incendie. Et pourtant, le confinement a été levé. Combien de temps ça peut durer? Combien de temps peuvent persister ces nuisances, ces pollutions engendrées par ce type d'incident? Tout dépend des incendies. Certains durent quelques minutes, mais il est arrivé récemment que des incendies durent plusieurs jours. Là, en l'occurrence, vu qu'on parle d'une unité de chlore, je pense que l'incendie sera sûrement éteint à la fin de la journée. Maxime Clier-Ruza du service police-justice de BFM TV est toujours avec nous en plateau. Alors évidemment, cette usine, on le disait, elle a été victime à 2 reprises en juillet 2023 d'un incendie déjà. Donc c'est la 3e fois en l'espace de 2-3 ans. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas les origines, les causes de cet incendie aujourd'hui. Non, mais ce qu'expliquait une source gendarmerie auprès du service police-justice de BFM, c'est que cet incendie est vraisemblablement involontaire. Ce serait un départ de feu accidentel, même si l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Nîmes et dont on la charge les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Marguerite devront le déterminer. Ce qu'on peut dire également, d'après les propos du sous-préfet, c'est que de nouvelles mesures risquent d'être prises concernant ce site classé Seveso. Normalement, des études de danger doivent être réalisées à minima tous les 5 ans pour jauger les risques. Le sous-préfet l'a indiqué, de nouvelles études vont avoir lieu et de nouvelles mesures risquent d'être prises concernant l'usine Hydrapro. Paul Poulain, parce qu'en effet, c'est très important que notamment les employés de telles usines soient formés et qu'aussi le site soit régulièrement contrôlé. Ah oui, complètement. Et c'est un vrai problème en France. Le niveau de formation est catastrophique, notamment sur la formation aux extincteurs ou la formation au risque d'explosion. Une étude de la Chambre de commerce et d'industrie normande, il y a 5 ans, avait estimé que plus de 9 intervenants sous-traitants de ces sites sur 10 n'étaient pas formés à l'usage d'un extincteur et ne connaissaient pas bien les zones à risque d'explosion. Et pour les contrôles, il est très bien que ces usines soient contrôlées. Par contre, on manque clairement de sanctions pour faire appliquer la réglementation. Et visiblement, cette usine est un très bon exemple. D'après le rapport du Bureau d'enquête accident risque industriel qui a étudié les incendies de 2023, il y avait des non-conformités réglementaires sur cette usine. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été sanctionnée, à voir s'il y a des liens avec ce nouvel incendie. Et Paul Poulain, justement, j'allais vous parler de ces contrôles à répétition et donc d'éventuelles sanctions. Ça peut aller jusqu'à l'amende, voire jusqu'à la fermeture du site ? Oui, exactement. Malheureusement, les amendes sont vraiment très faibles quand on parle de droit administratif. On parle de 75 000 € d'amende maximum, alors que ce sont des usines, pour certaines, qui font des millions d'euros de bénéfices. Donc déjà, les amendes devraient être encore augmentées, alors qu'elles l'ont été, multipliées par 5 après l'incendie de Lubrizol en 2019, mais ce n'est pas suffisant. Et concernant la fermeture d'usine, oui, on peut arriver jusqu'à la fermeture de l'usine, mais malheureusement, les préfets ne décident jamais ces fermetures d'usines, car en fait, ils doivent arbitrer entre le développement économique de leur territoire et la sécurité de la population. Donc en fait, pour moi, nous devrions avoir une autorité de sûreté indépendante pour les sites industriels, comme nous avons l'ASN pour l'autorité de sûreté nucléaire, pour le nucléaire. Merci beaucoup Paul Poulain, merci également Maxime Clier-Ruza. Évidemment, nous reviendrons dans quelques minutes dans notre prochain journal sur cet incendie qui est toujours en cours. Il est fixé mais il n'est pas encore éteint totalement. Encore 88 pompiers sont mobilisés sur ce site de Lédenon dans le Gard où une usine classée Seveso seuil haut a connu un feu ce matin. Des conditions qui sont sans danger selon les autorités, l'odeur de chlore, les mesures de toxicité
toxicité ont permis de montrer que rien n'était significatif et de lever le confinement préventif qui a été imposé aux habitants du secteur. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Nous reviendrons évidemment sur cette actualité toujours en cours dès les prochaines minutes. À tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Jamais on n'avait dépassé les 42 degrés sur l'Estacade à Bordeaux. On les attend ce lundi. Le record absolu est à 41 degrés 2, d'où cette vigilance rouge pour la Gironde. 12 départements sont concernés par cette vigilance, des Charentes jusqu'aux Landes et jusqu'au département de l'Aude. Là aussi, on flirte dangereusement avec les 42 degrés. Ce fut le cas également dans le Gard, dans l'Hérault, en cours d'après-midi. Vers le nord, on vient d'ajouter également la Vendée, l'Indre-et-Loire en vigilance orange. C'est un épisode caniculaire très intense, des températures donc qui peuvent battre des records. Cet épisode sera durable également. Il devrait nous mener jusqu'en fin de semaine prochaine. Au moins, les conditions vont rester anticycloniques. Sous l'anticyclone, la chaleur s'accumule. Elle a du mal à s'échapper en ce moment et on va la retrouver donc ce lundi, l'une des journées les plus chaudes de la série. Pic de chaleur donc pour ce début de semaine. Avec un temps lourd, près de l'océan. Quelques coups de tonnerre en matinée avec cet air un peu plus océanique qui va tenter de progresser face aux hautes pressions en direction de la Normandie, en Nouvelle-Aquitaine. On aura quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées, sur les Alpes. Et ce sera le retour d'un vent marin dans le Roussillon, donc notamment pour le département de l'Aude. Un vent qui tourne à nouveau et des températures très élevées dès le début de la matinée, des nuits tropicales quasi généralisées sur une bonne moitié sud du pays. Déjà 26 à Nice au petit matin, 17 à Paris. Dans l'après-midi, la chaleur remonte vers le nord jusqu'à 33 à Reims, à Paris. Vous aurez 35 à Rennes, 37 à Lyon et donc des pointes à 42 voire 43 degrés sur les bords de la Garonne. Ça n'est pas terminé. Les jours suivants seront également très réchauffés et de plus en plus lourds, avec un peu plus d'humidité dans l'air et déjà des orages. Mercredi en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, ces orages pourraient être l'allié des pompiers, mais difficile de les localiser précisément pour l'instant. Ils pourront être violents avec toute la chaleur accumulée. Vous voyez, jeudi et vendredi, pour le 15 août, encore de 33 à 35 degrés de moyenne du nord au sud du pays. Des conditions qui vont rester anticycloniques tout au long de ce week-end du 15 août et probablement jusqu'en début de semaine prochaine également. J'attire enfin votre attention sur les nuits qui seront de plus en plus délicates dans les jours qui viennent. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? C'était la météo avec Entrediscount.com. Yes! 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 Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. 17h30, la suite de l'après-midi info sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de cette édition. Le confinement levé dans le Gard après un incendie qui a concerné depuis ce matin et qui concerne encore d'ailleurs une usine classée Seveso. Le feu est fixé, il n'est pas encore éteint. Plus de 80 pompiers sont toujours mobilisés sur place. On en parlera dans un instant avec Victor Pérez-Boucheron qui est sur place pour BFM TV. La suppression de 2 jours fériés en France pour faire des économies se dessine de plus en plus avec François Bayrou qui en appelle aux partenaires sociaux. Il les appelle à négocier sur cette mesure qui vise un rendement de 4,2 milliards d'ici la fin septembre. Des détails dans un instant. Rouge, c'est du rouge que voit Météo France pour la canicule demain dans 12 départements du sud-ouest du pays. Une quarantaine de départements également placés en vigilance orange. Preuve que cette deuxième vague de chaleur de l'été prend de l'ampleur. On en parlera dans un instant. Et puis l'Europe s'unit autour du président Volodymyr Zelensky alors que l'Ukraine n'est pas conviée au sommet entre les États-Unis et la Russie vendredi prochain en Alaska. Le président ukrainien a reçu le soutien des principaux dirigeants européens. Nicolas Coadou est en Ukraine pour BFM TV.
On commence cette édition donc dans le Gard à Lédenon où un incendie s'est déclaré ce matin dans une usine classée Seveso. La préfecture vient de faire un point justement sur l'avancée des opérations. On va aller retrouver Victor Pérez-Boucheron qui est sur place dans le Gard pour BFM TV. Alors le feu est fixé mais les opérations des secours se poursuivent. Oui, tout à fait. La conférence de presse du secrétaire général vient de se terminer à l'instant. Pour rappel, c'est un feu qui a débuté ce matin aux alentours de 9h30 dans l'usine Hydrapro. Vous l'avez dit, classé Seveso. On rappelle que ce site a déjà été touché en 2023. Donc à plusieurs reprises, le préfet a insisté que des opérations de contrôle allaient donc être menées un peu plus tard pour contrôler ce site à l'avenir. L'incendie a par ailleurs conduit, donc vous l'avez dit, à l'ouverture du centre opérationnel départemental à la préfecture du Gard et a déclenché le plan d'intervention pour appliquer des mesures de protection. Grossièrement, c'était donc appliquer une sorte de couvre-feu sur un périmètre de 800 mètres à la ronde. Les relevés de toxicité dans l'air ont démontré que se relevant en fait non significatif pour la santé, le préfet a donc décidé de lever ce confinement. Je vous laisse d'ailleurs écouter Yann Gérard, le secrétaire général de la préfecture du Gard. Cet incident chimique a généré un important dégagement de vapeur chlorée. En phase initiale du sinistre, des perceptions olfactives de chlore ont pu être ressenties par les populations des communes alentours, sans pour autant qu'il y ait qu'elle soit dangereuse pour la santé de la population. Ici, on ne ressent plus rien sur le site Hydrapro, pas non plus de dégagement de fumée. Pour rappel, 88 pompiers et 35 véhicules de Solal du Feu ont été engagés sur cet incendie. Victor Pérez-Boucheron avec Dorine Jarnias sur le site donc de Lédenon dans le Gard. Maxime Cliérusa est avec nous toujours du service police-justice avec donc cette enquête qui est en cours. C'est le sous-préfet du Gard qui l'a annoncé. Le parquet de Nîmes a été avisé, il s'est saisi et une enquête donc a été ouverte, dirigée par la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Marguerite qui devront faire donc la lumière sur ce qu'il s'est passé dans cette usine de production de chlore, un site classé Seveso, vous l'avez dit. D'après les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un départ de feu accidentel. Reste que ce n'est pas la première fois que cette usine ou un incendie se déclare dans cette usine, normalement sur des sites classés Seveso. C'est d'ailleurs un site classé Seveso seuil haut. Des études de danger doivent être refaites tous les 5 ans. Le sous-préfet a d'ailleurs annoncé qu'une nouvelle étude allait être faite et que de nouvelles mesures allaient certainement être prises. Merci beaucoup Maxime pour ces précisions. 17h35 sur BFM TV, le gouvernement invite les partenaires sociaux à ouvrir une négociation sur la suppression de 2 jours fériés. Proposition formulée, vous vous en souvenez, le mois dernier par François Bayrou, le Premier ministre, qui entend ainsi faire des économies. On va aller retrouver notre journaliste politique Edgar Becquet. Edgar, le gouvernement veut aller vite, très vite, avec une négociation d'ici la fin du mois de septembre. C'est en tout cas ce qu'indique ce document, cette lettre. L'objectif du gouvernement, c'est de trouver un accord avant le 30 septembre prochain. C'est dans un peu plus d'1 mois et demi. Ça laisse donc très peu de temps pour les partenaires sociaux de négocier. Dans ce document que nous avons pu consulter, ce document qui nous vient de Matignon, le gouvernement estime et le dit très clairement que les Français ne travaillent pas assez. Je cite: produire plus, c'est avant tout travailler plus. Les actifs français travaillent moins que les actifs américains. Des déclarations qui ne vont sûrement pas plaire aux syndicats cet été. L'objectif pour le gouvernement, ce serait de récupérer un peu plus de 4 milliards d'euros en 2026. Une mesure qui sera présentée dans le projet de loi de finances qui, lui, sera examiné à l'automne prochain par le Parlement. La piste qui est pour le moment sur la table, ce serait de supprimer à la fois le lundi de Pâques, mais aussi le 8 mai. Mais la porte du gouvernement reste ouverte. Je cite toujours la lettre. Le choix, je cite, des 2 jours fériés identifiés peut être discuté dès lors que le rendement de la mesure est préservé. Le chef de l'État qui, lui, est à Brégançon, au fort de Brégançon, qui se trouve juste derrière moi. Le président de la République qui n'avait pas officiellement réagi à cette proposition de mesure, mais il avait fait savoir que cette mesure allait dans le bon sens, alors qu'il y a quelques années, en 2019, il jugeait que cette mesure de supprimer 2 jours fériés était inefficace.
Merci pour ces précisions. Edgar Becquet, Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados et porte-parole du groupe à l'Assemblée, était notre invité un peu plus tôt sur BFM TV. Il est revenu sur cette mesure particulièrement impopulaire. Oui, alors cette mesure est évidemment impopulaire, mais elle est aussi inacceptable. Aujourd'hui, avec finalement 11 jours fériés en France, nous sommes l'un des pays d'Europe avec déjà le moins de jours fériés. Et qu'est-ce qu'on veut faire parce que le gouvernement cherche des économies à tout prix, on cherche à les prendre sur les travailleurs une fois de plus, et c'est pour nous évidemment totalement inacceptable, comme ça l'est, je pense, pour la majorité des Françaises et des Français. Il y a évidemment le choix de la date, le 8 mai, une symbolique qui pose problème. Moi, je suis député du Calvados et je peux vous dire qu'on sait ce que c'est le 8 mai, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la capitulation de l'Allemagne nazie, donc il y a un problème de symbole, mais il y a surtout un problème derrière que le gouvernement cherche d'abord à ponctionner les travailleurs, alors qu'il n'a pas cherché à faire payer d'abord aux plus riches. Et c'est ça le véritable sujet. Arthur Delaporte, François Bayrou, il remet sur la table l'idée qu'en France, on travaille moins qu'ailleurs. Il le dit, les salariés à temps complet dans le pays travaillent 1673 heures chaque année contre 1790 heures en Allemagne. Ce sont des chiffres, ce sont des faits. Oui, alors ce sont des faits, mais finalement la France est dans la moyenne européenne. Donc moi je crois que si on regarde par exemple la moyenne européenne des jours fériés, la France est en dessous de la moyenne. Donc on a moins de jours fériés que nos voisins européens, s'il faut aller chercher des comparaisons. Et donc moi je ne considère pas qu'aujourd'hui en France il y a un problème de temps de travail. Aujourd'hui le véritable problème c'est le taux d'emploi. C'est combien est-ce qu'on a véritablement d'actifs qui travaillent. Le sujet il est là et il n'est pas ailleurs. Donc moi je le dis vraiment, il faut arrêter avec ces mythes libéraux qui feraient qu'on travaillerait moins en France qu'ailleurs en Europe. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas exact. Le fait que les travailleurs soient mis dans le collimateur du gouvernement de la sorte, vous réagissez. Pourtant, il faut bien les faire, ces économies. 44 milliards d'économies pour le budget 2026. Comment est-ce qu'on peut les trouver autrement ? Mais là, je vous le dis, il y a déjà deux économies qui sont insupportables. Celle sur les jours fériés, celle sur l'assurance chômage qui est annoncée dans le même temps, qui vise aussi à ponctionner toujours plus ceux qui travaillent, alors même que le gouvernement disait on va essayer de redonner de la valeur au travail. Donc c'est évidemment l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher de l'économie ou des ressources supplémentaires sur ceux qui ont les moyens de contribuer. Aujourd'hui, on parle de 40 milliards d'euros, alors même que le gouvernement a fait 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux chaque année depuis 2017 au plus fortunés de notre pays. 4 milliards d'euros, finalement, ce qu'on va aller chercher sur les jours fériés, c'est à peu près ce qu'on a offert avec l'impôt sur la fortune, par exemple. Donc vous voyez qu'on a des choix politiques qui sont faits. Le problème, c'est que ce ne sont pas les bons. Et c'est à cela que nous nous opposons. Les jours fériés supprimés concerneraient le mois de mai. Économiquement, ça représente quoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des week-ends prolongés en mai chaque année et que forcément le secteur du tourisme risque de se retrouver impacté. Alors, vous avez évidemment un effet récessif, c'est que le gouvernement va dire on va récupérer 4 milliards d'euros, mais derrière, combien ça va coûter à la croissance d'avoir des gens qui, par exemple, partent moins en congé. On sait par ailleurs que c'est plutôt bon pour la santé mentale de pouvoir se reposer. On sait qu'il peut y avoir des coûts indirects, mais il y a aussi évidemment un effet d'entraînement sur l'économie, et c'est par ailleurs des emplois non délocalisables. Les emplois du tourisme, ça permet d'avancer un peu plus la saison d'été, ça permet d'avoir évidemment, dans mon département par exemple le Calvados, on sait très bien que les week-ends de mai sont des week-ends où il y a beaucoup de touristes qui viennent de régions parisiennes, notamment sur des week-ends de pont. Donc évidemment qu'il y aura des conséquences en cascade sur l'économie du pays. C'est totalement irresponsable parce que évidemment si vous ponctionnez le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est derrière aussi moins de dépenses de consommation courante. Donc voilà, il faut aussi être réaliste. Cette politique, elle est inacceptable, elle est absurde économiquement, elle est même dangereuse pour le pays. Et on est en visio avec François Omry, le président de la CFE-CGC, Confédération Française de l'Encadrement. Merci d'être sur BFM TV. Alors, le gouvernement veut dialoguer, veut négocier, mais en substance, vient de confirmer cette suppression des 2 jours fériés. Oui, en fait, il ne veut pas dialoguer avec quiconque. Le gouvernement décide de supprimer 2 jours fériés. Il souhaite en récupérer 4 milliards. Vous avez compris en lisant la lettre de cadrage qu'il a fait. Il supprime les 2 jours fériés. Ces jours fériés vont devenir travaillés et non rémunérés. Et en contrepartie, il demande au patronat de lui donner 4 milliards d'euros. Donc tout ça, rien ne marche dans tout ça. Je vous entendais tout à l'heure parler de la question du temps de travail annuel. Mais moi, je voudrais vous dire la chose suivante. La compétitivité économique d'un pays, ce n'est pas le temps de travail. Vous pouvez comparer la France, par exemple, à des pays
des pays pauvres dans lesquels le temps de travail est de presque 3000 heures par an. Ça ne les rend pas riches de travailler 12 heures par jour. Ce qui rend un pays riche, c'est d'avoir des emplois de qualité, c'est d'avoir une productivité économique importante des emplois. Et sur ce sujet-là, le gouvernement ne fait rien. La France est un pays en retard sur ses efforts de recherche, de développement, sur ses efforts de qualification. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, au lieu de prétendre qu'on va gagner de l'argent en enlevant 2 jours fériés aux Français. C'est ridicule et c'est très grave en termes de stratégie. Merci beaucoup François Ombril d'avoir réagi sur BFM TV cet après-midi. À 17h41, l'actualité aussi, c'est ce sexagénaire soupçonné d'avoir violemment agressé le maire du village isérois de Villeneuve-de-Marcq. C'était mercredi, il a été mis en examen, ce sexagénaire, aujourd'hui pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Grenoble. Il a été, cet homme, placé en détention provisoire. Le procureur de la République que vous voyez à l'écran avait auparavant, un peu plus tôt dans la journée, annoncé avoir requis sa mise en examen pour double tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative de meurtre sur la personne du fils du maire. Le maire, grièvement blessé, a vu son état s'améliorer puisque ses jours ne sont plus en danger. 17h42, dans l'actualité également, la canicule avec cette vague de chaleur, la deuxième de l'été qui se poursuit. Loïc Rivière, vous êtes avec nous, météo climat pour BFM TV. Et donc, demain, une situation qui s'aggrave avec 12 départements, cette fois-ci, qui seront placés en vigilance rouge canicule. Ce sera une canicule durable et intense pour ces départements. Les voici, principalement près de la Garonne. Ils s'étirent donc des Charentes en descendant vers les Landes et jusqu'au département de l'Aude où on a tutoyé les 42 degrés cet après-midi. Alors, dans le même temps, 41 départements sont en vigilance orange. On a ajouté dans la partie nord la Vendée, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher, la Nièvre et le Doubs. Là aussi, on va dépasser les seuils caniculaires probablement jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Au moins, ça va rester anticyclonique ensuite. Alors, sous cette cloche anticyclonique, la chaleur est bloquée. Elle ne peut plus s'échapper, elle ne cesse de s'accumuler. Du coup, on a déjà enregistré des températures très élevées. En pleine nuit, à 5 heures ce matin, un peu plus de 30 degrés à Perpignan. Pas loin de 23 degrés à Millau. Là, nous sommes à 700 mètres. Nuit tropicale dans le Massif central et journée caniculaire, donc, avec des pointes cet après-midi jusqu'à 41, voire 42 degrés. On a battu quelques records, d'ailleurs. Record mensuel dans l'Hérault à Tourbe, 41 degrés 4. Record également pour Nîmes, pour un mois d'août, à 40 degrés 9. Et un record plus étonnant, absolu. Cette fois-ci, au cœur du cirque de Gavarnie, nous sommes à 1400 mètres dans les Pyrénées avec 34 degrés 2 enregistrés cet après-midi. Ce sera encore très chaud, encore plus chaud demain lundi, notamment en allant vers le nord du pays. Là, on va s'approcher des 35 degrés à Rennes, 37 pour la région parisienne. Là, ce sera plutôt pour la journée de mardi. Et voyez donc des pointes encore à 40, 42, voire 43 degrés dans le sud-ouest jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen. Je vous laisse vérifier votre ville pour cette journée de lundi. Le pic de chaleur, ce sera probablement jusqu'à mercredi. Je vous rappelle ces 12 départements placés en vigilance rouge, vigilance maximale pour la canicule. Et notez également ce risque d'incendie qui progresse. Demain, nous avons désormais 25 départements en orange. Ça remonte jusqu'au Maine-et-Loire. Et l'Aude est évidemment toujours concernée avec des pointes là aussi à 41, voire 42 degrés. Et le Vaucluse quitte la vigilance rouge au risque feu de forêt ce soir. Merci Loïc. Elle baisse d'un cran, mais elle reste surveillée. Évidemment. Merci Loïc Rivière. J-5 avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La première rencontre physique entre le président américain et le président russe depuis 2019 pour tenter de mettre un terme au conflit en Ukraine. Oui, on prend la direction justement de l'Ukraine pour retrouver Nicolas Coadou à Kramatorsk avec donc cette Ukraine qui est écartée de cette rencontre vendredi prochain en Alaska. Mais l'Europe qui vient tout de même, en tout cas qui tente de venir à son secours. Oui, l'Europe qui tente, on va dire, plutôt de venir à son secours et l'Europe qui marche un petit peu, si on regarde les déclarations avec précision, sur une corde un petit peu sensible. D'un côté, il ne faut surtout pas froisser Donald Trump parce qu'on a bien compris que lorsque Donald Trump était froissé, eh bien, ça n'amenait rien de bon finalement pour l'Ukraine. Donc, il y a eu cette première déclaration des dirigeants européens, déclaration conjointe Keir Starmer, Ursula von der Leyen, le chancelier Merz allemand ou encore Emmanuel Macron, qui, c'est important, remercie Donald Trump pour ses efforts en
faveur de la paix. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'Europe explique que tout ne pourra pas se jouer sans l'Ukraine. C'est ce que rabâche finalement Volodymyr Zelensky depuis maintenant plusieurs jours, et c'est lui-même qui avait demandé en off, parfois officiellement, d'autres fois à l'Europe de prendre plus de place dans ces négociations. Volodymyr Zelensky qui déclarait il y a quelques jours: cette guerre se déroule sur le continent européen, l'Europe doit jouer un rôle dans les négociations. Mais comme vous l'avez dit, au moment où on se parle, à quelques jours de ce sommet bilatéral entre Donald Trump et entre Vladimir Poutine, l'Ukraine n'est pas conviée et l'Europe non plus. Quelles sont les demandes de l'Europe? Finalement, ce sont un petit peu les mêmes que l'Ukraine. Un cessez-le-feu immédiat avant même de pouvoir discuter d'un éventuel accord de paix et potentiellement de cession de territoire. À ce sujet-là, l'Europe a tenté d'ailleurs de parler d'une seule voix. Même l'Italie, Giorgia Meloni, qui parfois ne parle pas vraiment de la même voix que l'Europe, a été d'accord. L'Ukraine ne doit pas céder de territoire avant d'autres négociations de paix qui pourraient aller plus loin à la Russie. Pour l'instant, c'est donc un non. Et en parlant justement de cette idée de céder des territoires, ici, lorsqu'on discute avec les Ukrainiens, c'est quelque chose qui est absolument inenvisageable, surtout lorsqu'on parle de territoires qui n'ont pas réussi à être conquis par Vladimir Poutine, par son armée depuis maintenant 3 ans. Prenons pour exemple là où nous trouvons avec Théo Touché la ville de Kramatorsk, à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Si on suit ce plan finalement voulu par la Russie, ça voudrait dire que cette ville, dans une semaine, deviendrait russe, que les forces armées ukrainiennes s'en retiraient. Et ça, pour les Ukrainiens, pour Volodymyr Zelensky et surtout pour les soldats qui se battent depuis 3 ans, c'est totalement inacceptable. Merci Nicolas Coadou avec Théo Touché. Dans l'après-midi info à présent, on va vous parler des écrans. Peut-être qu'en ces jours d'été, en ces jours de retour à la maison ou de départ en vacances, vos enfants sont fixés sur leurs écrans, peut-être même dans la voiture. Alors on connaissait la nocivité des écrans sur le fonctionnement du cerveau par exemple, mais il y a, Fanny, une nouvelle étude danoise qui est parue cette semaine. Oui, cette fois-ci, elle montre des risques de développer des maladies cardiovasculaires si votre enfant est trop exposé aux télévisions, aux consoles, au téléphone portable. Une fois qu'ils sont devenus adultes, les risques sont multipliés. Reportage d'Eléa Morel, Tiffany Santini avec Julie Rosaire. Une pause goûter au parc pour éviter les écrans. La fille de Victor passe plus de 2 heures par jour devant sa tablette. C'est trop selon lui. Elle s'assoit et elle ne bouge pas. Des fois on l'appelle et elle n'entend pas, mais si on l'appelle beaucoup, c'est là qu'elle entend. C'est qu'elle reste trop concentrée sur la tablette en fait. Parce que j'adore regarder les vidéos et les blagues. Pas de vidéo en revanche pour Léopold et Raphaël, 6 et 10 ans. Chez eux, les écrans sont presque interdits. Depuis qu'ils sont petits, on a instauré des règles et donc ils savent que c'est le mercredi et le week-end. On sait que c'est pas bon pour leur développement personnel, le développement de leur cerveau. Les écrans, nocifs pour le développement intellectuel des enfants, mais pas que. Une étude danoise démontre qu'une forte exposition augmente aussi le risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Cette étude démontre 2 choses principales. Plus l'enfant regarde des tablettes et moins il dort, plus le risque cardiovasculaire sera important quand il arrivera dans son début de vie d'adulte. Ce risque augmente au fur et à mesure que le nombre d'heures de tablettes augmente. Pour limiter les risques, les professionnels recommandent de ne pas exposer un enfant de moins de 3 ans. L'usage des écrans reste déconseillé jusqu'à 6 ans. 17h50 sur BFM TV. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Dans un instant, la météo. Et puis juste après, on va vous dire ce qui arrive juste après. C'est un double teasing. La météo, elle arrive. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec Entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec Imaprotect. Alarme et télésurveillance. Jamais on n'avait dépassé les 42 degrés sur l'Estacade à Bordeaux. On les attend ce lundi. Le record absolu est à 41 degrés 2, d'où
cette vigilance rouge pour la Gironde. 12 départements sont concernés par cette vigilance, des Charentes jusqu'aux Landes et jusqu'au département de l'Aude. Là aussi, on flirte dangereusement avec les 42 degrés. Ce fut le cas également dans le Gard, dans l'Hérault, en cours d'après-midi. Vers le nord, on vient d'ajouter également la Vendée, l'Indre-et-Loire en vigilance orange. C'est un épisode caniculaire très intense, des températures donc qui peuvent battre des records. Cet épisode sera durable également. Il devrait nous mener jusqu'en fin de semaine prochaine. Au moins, les conditions vont rester anticycloniques. Sous l'anticyclone, la chaleur s'accumule. Elle a du mal à s'échapper en ce moment et on va la retrouver donc ce lundi, l'une des journées les plus chaudes de la série. Pic de chaleur donc pour ce début de semaine, avec un temps lourd près de l'océan. Quelques coups de tonnerre en matinée avec cet air un peu plus océanique qui va tenter de progresser face aux hautes pressions en direction de la Normandie, en Nouvelle-Aquitaine. On aura quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées, sur les Alpes, et ce sera le retour d'un vent marin dans le Roussillon, donc notamment pour le département de l'Aude, un vent qui tourne à nouveau et des températures très élevées dès le début de la matinée, des nuits tropicales quasi généralisées sur une bonne moitié sud du pays. Déjà 26 à Nice au petit matin, 17 à Paris. Dans l'après-midi, la chaleur remonte vers le nord jusqu'à 33 à Reims, à Paris. Vous aurez 35 à Rennes, 37 à Lyon et donc des pointes à 42 voire 43 degrés sur les bords de la Garonne. Ça n'est pas terminé. Les jours suivants seront également très réchauffés et de plus en plus lourds, avec un peu plus d'humidité dans l'air et déjà des orages. Mercredi, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, ces orages pourraient être l'allié des pompiers, mais difficile de les localiser précisément pour l'instant. Ils pourront être violents avec toute la chaleur accumulée. Vous voyez, jeudi et vendredi, pour le 15 août, encore de 33 à 35 degrés de moyenne du nord au sud du pays. Des conditions qui vont rester anticycloniques tout au long de ce week-end du 15 août et probablement jusqu'en début de semaine prochaine également. J'attire enfin votre attention sur les nuits qui seront de plus en plus délicates dans les jours qui viennent. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? C'était la météo avec Entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Cette fois-ci, c'est la bonne. La fin de l'après-midi info. Tout de suite, c'est Newsbox sur BFM TV avec Elisa Tranin et Loïc Gattard. Nous reviendrons sur la canicule avec ces 12 départements demain placés en vigilance rouge. Merci de nous avoir suivis sur BFM TV cet après-midi. On vous donne rendez-vous demain, 14h. À demain.